À tous les amis du panel que tu as décidé de faire partager ce plateau avec nous ce matin. Bonjour à nos valeureux techniciens. Bonjour à toute la grande famille. Je l'appelle de plus en plus la galaxie, n'est-ce pas, d'IPS, la matinale. C'est toujours un honneur d'être là. Je commencerai vraiment par cette note triste, n'est-ce pas, le décès de Paul Rikinguet, qui était un ami, pour dire une fois de plus à nos frères, à nos sœurs, à tout le peuple africain surtout, d'être vigilants. Cette vérole tue. On ne sait pas très bien ce que c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un truc naturel? Est-ce que c'est un truc qui a été créé de toutes pièces dans un laboratoire pour faire des coupes claires au sein de nos populations? Une chose est sûre, cette vérole tue. Alors, essayons vraiment de respecter ces mesures barrières, de nous protéger au maximum, de nous rabattre le plus tôt possible et de manière fréquente dans notre pharmacopée traditionnelle qui a fait ses preuves. Mais surtout, n'essayons pas de donner l'impression que cette vérole ne tue pas. Elle tue. Elle tue vraiment parce que les nouvelles qui me parviennent, il n'y a pas que pour le Rikinguet, même au sein de nos amis. J'avais encore le professeur Inge Moyo hier, depuis un moment qui m'a appelé pour me dire, parfait, il faut faire attention. Je suis dans un centre hospitalier ici et c'est très grave ce qui se passe. Donc je pense que nos médecins, le corps le monde, comment dire ça, le corps des soignants, chapeau pour ce qu'ils peuvent faire, mais que davantage le gouvernement leur donne des moyens pour pouvoir vraiment assumer cette tâche, parce que de plus en plus ça devient compliqué. Moi-même j'ai été hier dans un centre de santé pour faire mon test, il est négatif pour l'instant, Dieu merci, donc il faut qu'on continue de se protéger. Alors Paul Rikinguet, excusez-moi, je vais prendre encore une minute. On parle beaucoup de lui ces derniers temps, depuis 2018. Mais pour le Rikinguet que je retiens, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé en 2018. C'est ce qui s'est passé en 2007, effectivement. Parce qu'en 2007, Paul Rikinguet lance, n'est-ce pas, un processus pour demander à une société, la société qui exploite les bananes, cette PHP, PHP, bien HP, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, mais qui était enregistré au niveau des impôts comme un GIC. Donc il payait pratiquement rien, alors là rien en termes d'impôts, ni à l'État, ni à la commune de Djombe-Pinja. Scandale. Quand il découvre cette affaire-là, il décide, n'est-ce pas, d'ouvrir une enquête et de porter plainte contre cette structure. Malheureusement pour lui, il va le découvrir plus tard, cette structure est protégée par les pontes du régime. Oui. Les pontes du régime qui lui disent, ok, comme tu as mis les doigts dans ce business qui concerne nous et les Français qui exploitent cette bananerie. Je vous dis d'abord que les terres de cette bananerie ont été pratiquement arrachées aux populations de coin qui sont dans une misère indescriptible. Alors on va te montrer de quel bon nous chauffons. Et il avait en face un certain Marafa Amélie Yaya, grand ministre parmi les grands ministres, qui lui a juré de lui faire la peau. Paul Rikinguet a fait 8 ans de prison pour cette affaire-là. Parce qu'il défendait les populations. Il y a l'époque, sur d'autres plateaux, j'ai soutenu Paul Rikinguet. 8 ans de prison parce qu'il combattait une injustice contre, n'est-ce pas, les populations de sa commune. À sa sortie de prison, heureusement, on se rencontrait, lui et moi, et d'ailleurs, madame arrêté quoi, nous sommes allés manger un petit bout de lait quelque part, et il m'a raconté dans ses misères. Ses misères, et avant la prison, et après la prison. Il a perdu un fils, son épouse l'a abandonné. Presque tout le monde, c'était un désert autour de lui. Malheureusement, comme il avait la niaque, c'était quelqu'un de teigneux, il a continué ce processus. Là, il gagne des causes contre le Cameroun. On n'en parle pas au Stas. Bon. Ce que je n'ai pas compris en Paul Rikinguet plus tard, c'est de le voir rentrer, parce que, vous savez, de 2007, en 2008, il y a les émeutes. Et on profite de cette affaire des émeutes pour lui coller ça au dos avec la période Mbanga. Ce que je n'ai pas compris chez mon ami Paul Rick, c'est d'aller embrasser les gens qui étaient au pouvoir en 2008 et qui n'ont rien dit quand cette histoire des émeutes prétendument de la fin de 2008 se sont produites. Sur le fallacieux prétexte qu'il fallait changer Biya de pouvoir. Il s'est ressaisi après 2018
On a très bien vu son attitude. Je ne dis pas que la supporte totalement, mais c'était quelqu'un, quand il s'agit de défendre ces populations, il était aux avant-gardes. On a vu, comme vous l'avez si bien souligné, ce qui s'est passé avec les gens qui exploitent la pouselène au niveau de Njombe Punja, comment on leur a dit, vous ne pouvez pas tout prendre comme ça et ne rien laisser à la commune. Et là, une fois de plus, il n'a pas eu gain de cause parce qu'on ne le dit pas assez. Il y a toujours les portes du régime. Oui, qui sont derrière certaines affaires, qui prospèrent. Vous ne comprenez pas comment une société comme ça ne paye pas les impôts correctement, les redevances qui devaient revenir, n'est-ce pas, à la commune d'origine, non, absolument rien. C'est exactement le cas un peu partout dans nos communes. Regardez comment on exploite le bois dans nos forêts, même en Gambie aujourd'hui. Allez gratter derrière pour voir les contrats que ces gens ont, n'est-ce pas, dans ta zone d'origine. Vous allez vous rendre compte que c'est tout un scandale. Donc vraiment, à cet ami Paul King, que la tête de nos ancêtres te soit légère. Tu as mené les combats que tu as pu mener avec les moyens que tu avais, avec l'intelligence que tu avais. C'était quelqu'un qui avait une maîtrise en droit. Donc il décelait très très bien, n'est-ce pas, les subtilités, n'est-ce pas, du droit par rapport, par exemple, à la loi sur les communes. Donc il maîtrisait très bien cette affaire-là. C'est pour ça qu'il avait envie de créer des synergies entre tous les maires pour que les maires soient en même de mieux protéger les intérêts de leur population. Merci beaucoup. Patient parfait donc d'être là ce matin. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Alors, je suis désolé de ce petit retard. Mais pas retard. C'est quand même pas habituel. Bon, ok, merci. C'est pas habituel chez moi. De toute façon, DBS, genre vous m'appelez, je viens, non? Oui. Donc je suis régulier. Mais Paul King, aussi, moi aussi, je vais dire paix à son âme. Hein. Je n'ai pas connu sa vie aussi bien que par Fendome. Bon, ce qu'il a fait avec le MRC, moi je peux pas lui en vouloir. Je pense qu'il était cohérent avec lui-même. Il devait savoir pourquoi il le faisait. Je pense qu'on peut pas. Moi j'ai une pensée mathématique. Si je l'accorde au président Paul Biya, pourquoi ne pas l'accorder à Paul King? Je pense que non, on ne savait pas, mais lui il savait. Il a eu une trajectoire. Oui. Peut-être qu'à un moment donné, il n'avait pas d'autres possibilités. Il a pensé que celle-là était la bonne. Mais plus important, je me souviens d'une phrase pour ce Cheikh Anta Diop. Vous savez que Cheikh Anta Diop aussi s'est essayé un peu en politique, avec pas beaucoup de réussite, mais il s'est essayé. Il disait que dans le combat pour cette liberté et l'émancipation de l'Afrique, le plus important, c'est la sincérité. Et je pense que Paul King était sincère et était un vrai nationaliste. Peu importe les errances. Je ne suis pas là pour juger, mais je reconnais que la personne était sincère dans ça. Parce que quand on se bat, vous savez, pourquoi il est mort là? On dit coronavirus. Attends, quand on se bat et qu'on fait 8 ans de prison, et après avec Maurice Kamto, il refait encore la prison. Les prisons du Cameroun, les prisons de Cameroun sont comment? 8-9. Elles sont extraordinaires. Moi, même tout petit, j'ai pas fait la prison, mais j'étais à côté de la prison. Parce qu'on m'a mis une semaine à Bonanjo, parce que il y a un monsieur, un pousseur, on leur avait chargé d'attraper les petits jeunes qui traînaient autour de la gare de New Bell. On nous a emmenés à Bonanjo. Voilà, il y avait un commissariat à la gare de Bonanjo. J'ai fait une semaine, la personne savait où on était, avec un de mes frères. Et d'autres camarades qu'on a sympathisé sur place. Les plus vieux, moi j'avais à peu près dans les 10 ans, mais ceux qui avaient 14 ans, ils étaient en cellule. Alors, déjà les conditions que moi j'ai pu vivre là, tout petit, j'imagine, les Kondengui, tout ça, c'est quoi? Donc peut-être ça l'a achevé quelque part. Le monsieur, on a beau dire, on est costaud en tant qu'Africain, mais à force de subir. Alors, j'ai autre chose à dire, je vais chuter, hein, c'est sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui refuse les vaccins AstraZeneca. Et qu'est-ce que j'apprends? Vous allez le confirmer peut-être. C'est qu'ils les vendent à l'Union africaine. Donc, ce qui n'est pas bon pour les Sud-Africains est bon maintenant pour les autres Africains. 7 millions d'euros, ils vont les vendre à l'Union africaine. Vous voyez? Donc, le coronavirus, je me souviens également que ce coronavirus, il y a des gens, des Camerounais même, qui il y a quelques mois disaient qu'au début de cette épidémie, enfin, cette pandémie ici au Cameroun, disaient que les présidents bien ciblés là, dont Paul Biya, allaient mourir de coronavirus. Ça veut dire qu'on va les cibler, quoi. Vous voyez? Donc c'est devenu maintenant une arme de guerre. Et des Africains sont complices. Je souligne le cas de l'Afrique du Sud. Oui. L'Afrique du Sud, c'est un pays traître, on dirait. C'est géré par des traîtres. Parce que regardez, même la mode président tanzanien, ils sont tous dans la même zone, hein, même communauté économique. Moi, je dis qu'il faut braquer la lumière sur l'Afrique du Sud. Ces gens-là ne sont pas clairs. C'est des traîtres. Ils trahissent leur population sur place. Post-apartheid, ils trahissent aussi les autres Africains. Et même la race noire. Et vous savez, si vous trahissez la race noire, vous trahissez l'humanité entière. Merci beaucoup, hein, docteur Jean-Paul Bellec. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je suis en gauche. Je salue mes copanélistes, particulièrement Patient d'homme que je n'ai pas revu depuis belle durée. Je salue celui que vous allez présenter tout à l'heure. Je salue, n'est-ce pas, tous
la chaîne de production de DBS La Matinale. Je salue le Cameroun, l'Afrique, le monde. Mon coup de gueule ce matin, je vais aller faire une fois de plus d'intrusion au niveau de la protection civile. Très souvent, on s'offusque de voir, n'est-ce pas, les sapeurs-pompiers arriver dans une zone de sinistre sans eau. Pourquoi? Parce que justement, toutes les bouches d'incendie, pour la plupart, dans nos agglomérations, sont inopérationnelles. Et ceux qui existent sont obstrués par soit des conteneurs qui sont positionnés. Je prends le cas du marché central ou du marché Mbopi. C'est-à-dire, on a choisi de poser les conteneurs sur les bouches d'incendie. Il y a quelques semaines, justement, nous avons échappé à Douala à un véritable sinistre parce que le génie militaire a pris feu. Imaginez un seul instant que ces incendies se soient propagés dans la soute. Et à côté, vous avez une usine qui exploite le biogaz. Et il n'y a pas de bouche d'incendie là-bas. Je crois qu'il va falloir, dans le cadre, n'est-ce pas, des transferts de compétences aux collectivités territoriales décentralisées, que les communes, j'allais dire les maires des villes, prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup Albert Natola ici pour ce coup de gueule. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour Steve, bonjour à mes copanélistes. On va dire que pour moi c'est une exception, mais je vais la faire. Un coup de gueule. Alors, au risque que le coup de gueule prenne la moitié de l'émission, je vais essayer d'aller en 2 minutes. J'ai appris par le canal des réseaux sociaux une histoire que je trouve assez extraordinaire. C'est Nathalie Koa, pour laquelle que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais qui s'est retrouvée en train d'être invitée du côté de l'Université catholique pour faire une sorte de présentation pour édifier les gens sur son parcours professionnel, puisqu'elle s'est reconvertie en entrepreneur, et qui, donc les étudiants de marketing, commerce et distribution, et qui s'est vu refuser, n'est-ce pas, cet accès-là. En tout cas, la séance à laquelle elle était invitée a été purement et simplement annulée par le recteur de l'Université catholique. Et semblerait-il, les étudiants qui Quel campus? Pardon? Quel campus? Le campus de Kounou. Et donc, les étudiants qui ont organisé cette séance-là, cette cérémonie, auraient été traduits en conseil de discipline. Mais je trouve qu'on est dans une hypocrisie sidérante. Parce qu'en réalité, si l'annulation telle que ça se dit par le recteur de la cérémonie qui invitait donc Nathalie Koa est expliquée par le fait du passé sulfureux de Nathalie Koa, je trouve même ça grotesque. Parce qu'en réalité, s'il faut parler de passé ou alors s'il faut parler de tâches, en réalité, ce n'est pas l'Église catholique qui va se prévaloir d'une certaine sainteté. Et puis, s'il prêche l'évangile de Jésus-Christ comme on nous le dit, mais Jésus a lavé les pieds d'une prostituée. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et donc, c'est assez extraordinaire que, comme ça, Nathalie Koa, comme je dis, que je ne connais pas personnellement, mais qui a résolument assumé et décliné, en fait, sous forme de repentance, un passé... Une confession. Voilà, une sorte de confession qui est d'ailleurs prônée dans l'Église catholique et qui l'a fait de façon officielle et qui aujourd'hui est dans une démarche de transformation, une démarche de reconversion et qui de fait est donc bien placée pour avoir un vécu des deux mondes où elle peut édifier justement les jeunes en leur disant ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, en plus de son parcours récent professionnelle de femme d'affaires. Elle est responsable communication justement dans une entreprise internationale. Et donc, je trouve ça, c'est l'hypocrisie ici que je veux dénoncer parce qu'en réalité, ceux qu'on peint en noir, en réalité ne sont pas toujours ceux qui méritent d'être comme tels. Et je rappelle quand même que c'est Jésus qui appelait les pharisiens de l'époque des tombeaux blanchis et des races de vipères. Donc, le dénigrement et les salissures qu'on veut présenter à d'autres ne sont pas toujours où elles se trouvent. Donc, faisons preuve d'humilité et en fait, l'humilité devrait être l'apanage, en fait, le domaine de prédilection de l'Église. Et quand justement on jette aux orties comme ça des gens parce que soi-disant ce seraient des pécheurs, c'est assez regrettable. C'est un ancien de la Cato qui parle. Hein. On peut dire ça, effectivement. Mais avec qui je ne suis pas d'accord sur le sujet. Afrique, la carte à $1 milliard, bonnes intentions
ou pillage organisé? C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. La carte à 1 milliard de dollars, bonnes intentions ou pillage organisé? Mesdames, messieurs, avez-vous entendu parler de la carte à 1 milliard de dollars? Vous n'avez jamais entendu parler de cette carte à 1 milliard de dollars? De la Banque mondiale et du Fonds monétaire international? Eh bien, en parlons ce matin. Mesdames, messieurs, la Banque mondiale a lancé en juillet 2014 une initiative dénommée la carte à 1 milliard de dollars en faveur, devinez, de l'Afrique. Il s'agit de créer un fonds d'1 milliard de dollars pour aider les pays africains riches en ressources minérales à les répertorier et mieux les gérer en vue d'un développement durable et du bien-être de leur population. La Banque mondiale affirme avoir déjà investi plus de 200 millions de dollars au cours des 10 dernières années dans le développement des données géologiques sur le continent africain. Il a été constaté par plusieurs experts au plan mondial que l'un des problèmes principaux au niveau des pays africains, c'est le manque de connaissance de leurs ressources, avait expliqué Paolo De Sa, responsable de l'unité pétrole, gaz naturel et mines du département de l'énergie durable de la Banque mondiale, qui était joint justement du côté de l'Afrique du Sud, dont parlait tout à l'heure le docteur Jean-Paul Mbelek. Ignorant la qualité et la quantité de leurs ressources minières, les gouvernements africains n'arrivent pas à extraire les meilleures conditions possibles dans leurs négociations avec les compagnies minières, a expliqué le responsable de cette banque mondiale. Pour M. De Sa, la mise à jour des ressources du sous-sol africain permettra non seulement leur meilleure exploitation, mais aussi la coopération entre pays voisins dans les projets miniers. Le projet essaie d'identifier ces ressources naturelles qui ne sont pas exploitées dans des pays africains, d'estimer la réserve de ces ressources aussi bien que la valeur qu'elles pourraient atteindre sur le marché. La Banque mondiale considère que ce serait utile pour les gouvernements africains qui seraient mieux placés pour négocier et pour la société civile qui pourrait évaluer leur valeur en cas de transaction. À se demander qui donne d'ailleurs le quitus à la Banque mondiale de venir répertorier les mines, le sous-sol africain. De quoi se mêle-t-on? En tout cas, on estime que 30 pays d'Afrique subsaharienne sont remarquablement riches en ressources naturelles et qu'ils détiennent 30% des réserves mondiales de ressources naturelles d'uranium. Vous avez compris, 30% des réserves et surtout des ressources naturelles d'uranium, de platine, de diamants et d'or. C'est ce que déclare la Banque mondiale. De plus, le continent contient beaucoup de réserves de pétrole, de charbon et de gaz. Malgré cette richesse, 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. D'ailleurs, qui crée la pauvreté sur le continent africain? La Banque mondiale veut renverser cette situation. Elle aime tellement le continent africain qu'elle veut renverser cette situation où elle veut voir les Africains riches, peu importe d'où ils viennent, d'où ils sont, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Elle veut renverser la situation. Quelle philanthropie! Oui, elle veut renverser la situation en créant une carte des ressources naturelles en Afrique qui aiderait, selon elle, à mieux connaître la valeur réelle de leurs ressources naturelles, de sorte qu'ils puissent opérer de meilleures transactions dans leurs négociations. Est-ce que les Africains négocient réellement avec les acheteurs? À se poser d'ailleurs la question, parlant de l'uranium du Niger, qui négocie avec qui? Allez savoir. D'après un rapport de 2013 de Global Financial Integrity, intégrité financière mondiale en français, des pays africains ont perdu entre 600 et 1400 milliards de dollars dans des transferts de ressources au cours des 30 dernières années. Cependant, ce n'est pas uniquement le manque d'informations qui fait perdre des millions de dollars chaque année, mais un ensemble de problèmes causés entre autres par un manque de transparence dans les négociations, un système fiscal injuste,
les abus des sociétés transnationales qui opèrent dans des pays en développement, la corruption ou des infrastructures inadéquates. La Banque mondiale nous dit donc qu'elle a l'intention de promouvoir le développement des pays africains par de meilleures transactions. Je ne sais pas si c'est elle qui jouera les intermédiaires dans les transactions entre gouvernements africains et sociétés transnationales qui exploitent leurs ressources naturelles. Cependant, le développement ne sera pas produit par de meilleures transactions et davantage de revenus, mais par une transformation de leur productivité. Les pays africains ne peuvent être uniquement, il faut le dire comme ça, peuvent être uniquement la scène de l'exploitation de leurs ressources naturelles, mais ils doivent devenir le lieu de la transformation de leurs ressources pour créer une industrie solide et augmenter le nombre d'emplois et les services nationaux. Peuvent-ils le comprendre? Vont-ils le comprendre? Vont-ils l'accepter? Augmenter la circulation d'argent entre les pays africains n'est pas toujours la solution pour un projet ambitieux de développement en Afrique, mais un échantillon d'avarice. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. La carte à 1 milliard de dollars, bonnes intentions ou pillage organisé. Si vous n'avez jamais entendu parler de la carte à 1 milliard de dollars, il est l'heure que vous sachiez que cette carte existe depuis juillet 2014. 1 milliard de dollars à remettre aux pays africains qui vont répertorier, il faut le dire comme ça, leurs ressources naturelles sur leur sol. Votre réaction, Paul, est là. On parle de la carte à 1 milliard de dollars. Vous aviez entendu parler de cette carte? Oui, Steve, j'ai entendu parler de cette carte et en réalité, la carte à 1 milliard de dollars, c'est une idée, une autre idée, une énième idée d'une prétendue volonté de l'Occident, de l'Union européenne et de la Banque mondiale d'aider l'Afrique. Ce fameux concept d'aide qui en réalité est un projet, et à chaque fois qu'on l'évoque, en réalité cache un projet de pillage déguisé. Et c'est quoi la carte à 1 million de dollars? C'est 1 milliard. 1 milliard de dollars, oui. C'est un concept que la Banque mondiale et l'Union européenne ont émis en 2014 et qui devrait avoir commencé en quelques mois plus tard et s'être terminé autour de 2017. J'ai fait des recherches et je n'ai pas vu de suite. Peut-être que je vais la prendre aujourd'hui sur ce plateau. Je n'ai pas vu de suite de comment ça s'est développé. Mais en tout cas, la thématique seule indique cette carte de 1 million de dollars. Et en fait, vous insistez à 1 million. Je vous dis 1 milliard. J'ai dit 1 million. D'accord. Alors, la carte à 1 milliard de dollars, autant pour moi. Peut-être que le milliard est trop lourd dans ma bouche. Donc, je n'ai pas la facilité de dire le milliard comme tous les Camerounais. Donc, c'est un peu difficile pour moi. Donc, alors, cette carte à 1 milliard de dollars, en réalité, c'est une grosse mascarade qui dissimule très mal la volonté depuis toujours de l'Occident et de ses institutions déguisées en bienfaitrices de piller l'Afrique et en fait de reconquérir l'Afrique si tant est que cette conquête-là a connu une pause, une quelconque pause. Quand j'entends la carte à 1 milliard de dollars, qui consiste justement, pour expliquer un peu, à établir une carte des richesses de l'Afrique, les richesses minières notamment. Gérée par les Nations Unies. Voilà, pour savoir où se trouve quelle richesse, dans quelle quantité, dans quelle proportion, dans quel pays, dans quelle zone géographique précise. Et l'Union européenne et la Banque mondiale nous présentent ça comme l'ultime aide pour qu'enfin les pays africains sortent d'une pauvreté qu'ils ont décidé de qualifier comme telle, et présentent cela comme en réalité la solution à tous les problèmes de l'Afrique, puisque, disent-ils, nous n'avons pas les compétences pour savoir où se trouvent nos richesses, et que eux donc, magnanimes et sauveurs de l'humanité, et de l'Afrique précisément, viendraient donc nous dire comment ça se passe, et où sont nos richesses sur notre sol, et comment négocier, et comment en fait les exploiter, et après comment les utiliser. Donc, les explorer déjà et comment les exploiter ensuite. Et donc, moi, ça ressemble à un mauvais film, cette histoire-là, où en réalité, l'acteur principal, c'est l'Occident, toujours, et que le bandit, en tout cas, le méchant, c'est l'Afrique, et que, vous savez, dans les films américains, le méchant, en général, à 99% des cas, meurt toujours à la fin. Et ce n'est pas très étonnant, parce que quand on regarde le schéma, je suivais quelqu'un qui parlait, qui représentait un schéma en disant que c'est en Afrique qu'on pille, c'est en Occident qu'on conçoit,
c'est en Asie qu'on fabrique et c'est en Afrique qu'on meurt. Donc, en réalité, ça donne l'impression que, justement, on est dans ce mauvais film-là, où sur nos propres terres, et dans notre propre film qui, en réalité, est notre vie de tous les jours, nous sommes toujours les dindons de la farce. Encore et toujours les dindons de la farce. Et donc, ça ne présage absolument rien de bon. Je crois que vous vous rappelez du roman de Robert Stevenson, L'île au trésor, oui, qui a été écrit en 1882 et qui, en réalité, donne l'impression, parce que quand vous regardez 1882, la date de la sortie de ce roman-là, vous vous rendez compte que 2 ans après, il y avait la conférence de Berlin. Oui. Et je vous rappelle que le roman L'île au trésor de Robert Stevenson, en fait, en quelques mots, présente des personnes qui sont sur une île et qui découvrent une carte au trésor et qui indique donc laquelle carte donc indique des positions, un lieu où se trouverait ce trésor-là. Et donc, curieusement, 2 ans après, comme si les Occidentaux, les Européens précisément, les Occidentaux en général, s'étaient inspirés de ce roman-là, il y a donc la fameuse conférence de Berlin de 1884-1885, avec justement la carte de l'Afrique, où les Européens, les Occidentaux s'installent autour de la carte et décident sur une table de quelle part reviendrait à qui, justement pour mieux utiliser et piller les richesses de l'Afrique. Et en réalité, rien n'a changé, ce n'est que la forme. Parce qu'aujourd'hui, la carte à 1 milliard de dollars n'est que la continuité logique de ce qui se passe depuis la malheureuse rencontre entre l'Afrique et l'Occident au XVe siècle. Parce qu'en réalité, quand l'Occident, quand l'Europe précisément découvre enfin de la manière en termes d'exploration, de pillage, l'Afrique en 1453, l'objectif, c'est justement d'aller s'approvisionner. Oui. C'est d'aller piller. Parce que justement, comme je l'ai déjà dit sur ce plateau à plus d'une reprise, en réalité, ils sortent de la guerre des 100 ans, ils sont décimés par la peste noire et en réalité, ils sont dans une pauvreté extrême. Et donc, il faut tout faire pour survivre. Et c'est l'Afrique, en fait, qui est leur Eldorado. Et comme ça, ils vont donc aller chercher main forte en Afrique pour travailler dans leur champ et faire donc ce qu'on connaît aujourd'hui, accumuler le capital et enfin créer ce qu'on a considéré comme la source de toute leur richesse, la révolution industrielle. Et ça a continué, c'est la forme qui a changé comme je l'ai dit. Après, vous avez eu la colonisation, justement sur la base de la carte de l'Afrique que quelques Européens se sont partagés, et toujours sans les Africains. Et après, aujourd'hui, vous avez une autre forme qui se présente maintenant sous forme d'aide, c'est-à-dire qu'on veut vous aider. On va vous aider comment? En vous permettant d'avoir une carte qui indiquerait où sont vos richesses. Mais en réalité, ça va profiter à qui précisément? Ce sont déjà les entreprises occidentales qui sont positionnées pour l'exploration. Ce sont encore les entreprises occidentales qui sont positionnées, les multinationales, pour l'exploitation. Et ce sont eux encore qui vont nous dire ce dont regorgent nos sols, selon leurs propres désirs, et qui en réalité vont donner les orientations qu'ils voudront bien donner. Donc la carte à 1 milliard de dollars, c'est une autre escroquerie mondiale qui se présente malheureusement, souvent, encore et toujours, avec la complicité passive des Africains et de ces dirigeants, qui, parce que je l'ai vu, j'ai lu dans quelques articles, où justement il y a un certain nombre de dirigeants africains qui saluaient l'idée et qui trouvaient que c'était vraiment une belle chose, une grande chose, que de se faire prétendument aider par l'Occident avec cette carte de 1 milliard de dollars. Donc, à mon sens, il n'y a absolument rien à attendre de bon de cette histoire. C'est le pillage qui continue, qui s'officialise, qui change juste de forme et qui prend d'autres visages, à savoir celui de l'aide, qui en réalité, chaque fois que l'Occident parle d'aide, il faut s'interroger. Est-ce que vraiment c'est une aide, hein? Et enfin, pourquoi l'Afrique? Pourquoi la carte à 1 milliard de dollars en Afrique? Concerne l'Afrique. Oui, pourquoi? Donc, évidemment, on sait que l'Afrique regorge de tellement de ressources minières, mais en réalité, l'Afrique n'est pas le seul continent. Est-ce que vous avez entendu parler d'une carte à quelques milliards de dollars de l'Asie? Non, du tout. De l'Europe, de l'Amérique. Mais pourquoi l'Afrique? Posons-nous les bonnes questions. Posons-nous justement les bonnes questions. Patient, parfum d'homme, on va également rappeler à nos téléspectateurs qu'en 2009, Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a déclaré que les ressources de la terre doivent appartenir ou être un bien commun
à toute l'humanité. N'est-ce pas là encore un autre calcul pour dire qu'on veut une Afrique sans les Africains et que toutes les richesses de l'Afrique appartiennent à toute l'humanité? C'est pas moi qui l'ai dit. Je vous vois sourire. Vous savez très bien que ça fait rire. Ça fait vraiment rire. Ça, ce sont des trucs attrape-nigo pour des niais, n'est-ce pas? C'est pour cela que je finis avec la belle introduction de mon ami Paul Elia pour peut-être dire ce n'est pas une complicité passive, c'est une complicité active de nos dirigeants. Complicité active de nos dirigeants. Et effectivement, comme au temps coloniaux, on a pris les médiocres, on a pris pratiquement les vauriens, c'est eux qu'on a mis à la tête de nos États pour que le mécanisme soit bien huilé de cette exploitation de l'Afrique. Vous vous souvenez, il y a cela quelques jours, peut-être l'affaire a fait grand bruit au niveau de la République démocratique du Congo. Un homme d'affaires israélien, dont je suis largement l'aîné, un certain Dan Kettler, oui. On a d'ailleurs la vidéo, hein. On la connaît très bien l'histoire. Avec la complicité de nos banques africaines, African First Bank, il faut le dire haut et fort, d'origine, n'est-ce pas, a procédé à l'évasion des milliards de dollars avec la complicité de cette banque-là. Ils sont au tribunal parce que les deux lanceurs d'alerte qui étaient des cadres de banque dans cette banque-là se tiennent mort de cul, ça fait la meilleure. Comme c'était sous le régime de Kabila, on a tout fait pour condamner ces gars. Maintenant, l'affaire est revenue, n'est-ce pas, au devant de la scène. Quand vous voyez ça, vous vous dites, il est vrai que les ennemis de l'Afrique sont à l'extérieur, mais les ennemis de l'Afrique sont également à l'intérieur. Oui. Donc, ce n'est pas une complicité passive, c'est une complicité active de ces gens-là qui se sont dit, oh, de toute façon, il est mieux pour eux d'être des amis, n'est-ce pas, de ces Occidentaux-là, à condition que eux, oui, ils puissent devenir des nouveaux blancs. C'est-à-dire, en réalité, ceux qui auront les moyens de coloniser plus tard l'Afrique. Parce que quand vous regardez les comportements de ces gens qui font ami-ami avec ces Occidentaux-là, c'est eux, après, qui reviennent et qui créent des problèmes, qui achètent des terres, qui confisquent des pouvoirs politiques, économiques, qui font tout pour qu'on achète d'ailleurs trop de terres aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas de développement possible, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout. Et quand ils sont malades, ils vont se soigner en Occident. Ok, leurs enfants, contrairement à Paul Elia qui a fait des grandes études au Cameroun et encore là, eux, ils sont à Harvard, ils sont à Princeton, ils sont un peu partout. Et ces enfants-là, on les prépare quand les concours de l'ENAM, par exemple dans le cas de Cameroun, vous voyez des gens qui viennent des États-Unis pour faire le même concours avec le petit gars qui a fait l'université de Douala ou bien de, je ne sais pas, de Tchang. Et surtout... Et lorsque les résultats arrivent, on enlève son nom. Lui, étant convaincu qu'en réalité, il vient souvent remplir d'informalités. On appelle ça, comme disait Bourdieu, la reproduction des élites se poursuit. Donc, en Afrique, on a l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut être un peu intelligent, un peu rusé, surtout être en complicité avec les maîtres coloniaux d'hier. C'est ça la voie à suivre. Ceux qui pensent pour une autre théorie, qui disent autre chose que cela, on connaît le sort qui leur est réservé. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors, effectivement, j'emprunte toujours à Paul, dans son bien exposé. Est-ce que vous vous imaginez, dans un pays comme la Russie, que la Banque mondiale et le FMI viennent vous dire on a envie de vous faire votre carte minière? 4 milliards à 1 milliard de dollars. Est-ce possible? Non. Ils peuvent même le faire à Cuba? Non. Ils peuvent le faire au Vietnam? Non. Ils vont le faire en Afrique, mais même pas dans toute l'Afrique. Je ne suis pas sûr que les Algériens vont accepter ça. Je ne suis pas convaincu. Que les gens voilà. On parle de l'Afrique subsaharienne. La Banque mondiale déclare au IFO que... En Angola, une fois, ces gens de la Banque mondiale sont venus dire aux Angolais, oui, vous avez des difficultés économiques, nous sommes prêts à vous aider, mais dans un premier temps, on veut d'abord faire l'état des lieux de votre carte minière. Ah bon? Et de vos avoirs au niveau de votre banque centrale. Les Angolais disent pardon. Donc, on a fait tout cela... tout ce chemin-là pour que vous venez nous donner vos petites instructions que vous donnez aux gens de l'Afrique francophone. Allez, dégagez, foutez le camp. Et souvent, ces deux petits blancs-becs qui sont devant un chef d'État qui a fait la guerre pour rendre son pays indépendant et qui donne de pareilles instructions. Il n'y a que chez nous que c'est possible. Il n'y a que chez nous qu'on voit de pareilles hérésies. Donc, je pense que, comme pour le Sénat, c'est en Afrique centrale que ça se passe. Les Sud-Africains se sont rendus au Mali. Je donne souvent cet exemple qui est vraiment assez important. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Vous êtes là avec les Français pour l'exploitation de l'or, que nous on voit que vous avez ici vraiment en profusion.
Oui. Mais vous n'avez jamais dépassé le quota de 50, de 30 tonnes. Qu'est-ce qui se passe? C'était entre 20 et 30 tonnes. Ils ont commencé cette exploitation de l'or. En quelques temps, ils sont passés pratiquement à 70 tonnes d'or. Je vous dis que la production d'or de Mali aujourd'hui est à 140 tonnes d'or. Et ce gars, il disait, ce Sud-Africain, s'il restait, parce que dans comment dire ça, ce métier-là, ils ont de l'expertise, nous sommes capables de passer à 200 tonnes d'or. Avec, au niveau maintenant de la répartition, près de 70% qui restait pour le Mali. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous vous imaginez un pays comme le Mali capable de produire 200 tonnes d'or par an? Ce dont ils seront capables de faire avec cet argent-là qu'ils vont gagner? S'ils ont 70% de ces parts, de ces 200 tonnes d'or? Ce n'est pas le cas. Alors, on nous a expliqué, on a eu le pétrole, comment on dit ça, le drame du pétrole, ce n'est même pas ça, comment on dit ça, la catastrophe du pétrole, il y a un autre mot encore qu'ils ont employé pour les Africains, c'est que quand on découvre le pétrole dans un pays africain, ah, ça y est, les problèmes ont commencé. Mais ce qu'on ne dit pas aux Africains, c'est que quand Total vient et découvre le pays, par exemple, au Gabon, il dit que non, il a fait beaucoup d'efforts pour la recherche, la prospection, et vraiment les études étaient trop compliquées, donc il a dû financer beaucoup d'argent. Il décide donc Total de prendre à lui toucher 80% de tout ce qui va sortir du sous-sol de Gabon. Les 20% qui vont rester, ils vont dire à la famille Bongo, on vous donne 10% et peut-être 7% à l'État de Gabon. Voilà la réalité. Voilà la réalité. La Guinée équatoriale, quand elle a commencé à exporter son gaz, c'était pratiquement dans les mêmes proportions. Avant qu'on bien essaye un peu de faire la tête dure pour qu'on relève légèrement. Il n'y a que le Cameroun qui avait eu à négocier, mais même là, c'est toujours des accords léonais, mais relativement quand même un peu élevés, parce qu'ils avaient le conseil de Boumedienne, du président algérien, qui avait dit à Idjo, attention, voici là où tu dois mettre le doigt, sinon tu n'auras rien à cette affaire-là. Donc, ces histoires de cartes minières qu'on vient vendre aux Africains, il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais ou bien les Africains. Ils savent déjà ce qu'il y a dans notre sous-sol. Depuis la période coloniale, ils savent. Je vous ai donné une information ici, que pendant les négociations pour la fin de l'apartheid, au moment où l'Afrique du Sud raciste comprenait qu'elle ne pouvait plus tenir le plus longtemps possible, en fait, s'aménager cette porte de sortie qui nous permet aujourd'hui de contrôler l'économie, n'est-ce pas, sud-africaine au détriment de la majorité. Ils sont venus en négociation au Cameroun. C'était à Garoua que Aïdjo les a amenés, parce qu'Aïdjo était une personnalité très importante, n'est-ce pas, dans cette lutte, il était très engagé dans cette lutte contre le président Aïdjo, contre l'apartheid. C'est lui qui d'ailleurs qui avait lu le discours de Lusaka, le célèbre discours de Lusaka, qui a, comment dire ça, où les pays africains ont été déterminés pour dire qu'ils ne vont pas lâcher cette affaire-là jusqu'à la victoire. Alors, dans le groupe les négociateurs sud-africains, parmi lesquels il y avait un grand ingénieur des mines. Il a dit à un ami, le général Quito, je donne le nom, le général Quito, il a dit, ah, ces gens ne savent pas. Si on réussissait à passer, à vous écraser, on écrasait complètement le Congo de M. Mobutu qui pense qu'il est notre ami, et on venait pratiquement jusqu'aux portes de Nigeria. Et l'autre lui dit pourquoi? Il dit que c'est parce que tous les minéraux que nous avons en Afrique du Sud, vous les avez ici. À la seule différence que pour les avoir, pour les exploiter ici chez vous, on n'a pas envie de faire beaucoup d'efforts. Ils sont pratiquement à même le sol. À même le sol. Il suffit seulement de se courber avec une même houe et les ramasser. Il dit que votre zone, le golfe de Guinée, est extrêmement riche. C'est-à-dire pratiquement de la Côte d'Ivoire jusqu'au niveau de l'Angola. Il dit que c'est la zone la plus riche du monde. Comment ils le savent? Ils le savent parce que les anciennes cartes allemandes existent. Ils le savent aussi parce que les satellites qui contrôlent, ils sont capables d'envoyer des sondes qui vont nous dire si sur Mars il y a de l'eau ou pas. Vous pensez que c'est sur Terre, ces satellites ne font pas le boulot pour faire les prélèvements, pour savoir ce qu'il y a dans notre sous-sol. Ils le savent exactement. Pourquoi il y a eu la guerre au Mali? Parce que, je dis, bien avant la chute de Kadhafi, bien avant la question de l'Azawad, il y avait déjà les forces spéciales américaines dans le désert malien. Ils cherchaient quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils ont découvert que le désert malien était une mer d'eau douce, premièrement. Deuxièmement, qu'il y avait des minéraux stratégiques de première comment dire ça, nécessité là-bas, qui ont une valeur très importante. Donc, ils ont tous ces éléments-là. Maintenant, ils conditionnent
Ils créent des situations sur 50, 30, 40, 50 ans. Chaque fois que les mouvements sociaux essaient de remettre la balance à l'heure, ils bloquent encore, ils bloquent. Ils disent que non, Assimi Goïta, pour l'instant, ton projet ne va pas réussir. On bloque, on dit que vraiment, on ne va plus marcher contre le franc CFA parce que la situation est délicate, il ne faut pas mettre de l'huile au feu. Vous comprenez? Donc, ils savent tout. Bozizé qui vient de dire, enfin, il dit que bon, je vais prendre la tête de la rébellion. Vous croyez que c'est fortuit en Centrafrique là? Bozizé maintenant, il vient à découvert. Il voit que les Français ont compris que l'affaire commençait à prendre une tournure, qu'elle les échappait. Il fallait donc une personnalité forte. Bozizé enfin assume, n'est-ce pas, d'être le patron de la rébellion de la CPC. En Centrafrique, vous croyez que tout ça c'est quoi? C'est du hasard? Je vous avais dit sur ce plateau que ce n'est pas fini. Si on ne muscle pas le jeu au niveau de la résistance africaine, pensez que parce que nous avons obtenu quelques victoires, ça va aller. Non. Et souvent, je rejoins Belek en espérant que nous allons enfin avoir une organisation capable de porter ce projet avec des leaders capables de les assumer. Il faut faire la guerre contre ces gens. Il faut qu'on fasse la guerre contre ces gens. On n'a pas de choix. Tous les pays qui ont été dans la même situation que les nôtres en Afrique et qui ont pu s'en sortir, c'était pas le biais de quoi? De la guerre. Comment on va faire pour arriver à ce niveau? L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Vietnam, sans faire la guerre avec ces gens, comment on va faire? La question des accords coloniaux, des accords militaires, des bases, machin. Le nœud du problème, c'était comment faire pour négocier pour que vous partez. Les gars, on dit on ne part pas. Si on part, on maintient au moins quand même des accords pour que votre monnaie soit arrimée à la nôtre. Ho Chi Minh leur a dit non, 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 non. Si c'est ça, autant... on se sépare. On se sépare. Ouais. Et ça a été la guerre. Donc, ces enjeux-là, la Banque mondiale, comme dit le FMI, c'est des banques. Hein? C'est les banques. Ce sont des banques. Dont le siège est à Washington. Voilà. Ils se disent, les gars, là, ils sont assis sur une montagne d'or, de diamants et de machins là. Comme ils ont des totaux à la tête des autres États, on va venir encore avec un petit fait. C'est comme le fait, non? Tu connais les jeux de tricat, non? Ouais. Hein, tu connais très bien les jeux de tricat. Take this, you win. Take this, you lost. Machin truc. Et quand tu es un con, tu te dis que oui, vraiment j'ai bien vu comment elle a fait le mouvement des mains là. C'est là l'autre carte qui gagne. Prends la carte là, tu vas voir ce qui va arriver. C'est exactement dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, pour nous sortir de là, une fois de plus, pour ne pas monopoliser la parole, il faut faire simple. Il faut continuer d'éduquer. Il faut continuer d'organiser. Il faut continuer de créer des synergies pour espérer avoir une masse critique importante, surtout au niveau de la jeune génération, qui sera capable de taper de bon sur la table, comme l'ont fait les Sankara, pour dire on ne veut plus cela. Et pour cela, je continue de dire, les leaders africains font des choix. Il y a ceux qui font le choix de la résistance, il y a ceux qui font le choix de la collaboration. C'est ça, malheureusement. Et il y a également ceux qui font le choix d'être lâches. Patient pas fait de... faut le dire haut et fort. Malheureusement. Albert Anatola ici, comment comprendre que Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy déclare haut et fort que la terre doit appartenir, ou alors les ressources de la terre doivent appartenir, ou alors être un bien commun à l'humanité? N'est-ce pas là encore la même démarche du classement des sites au patrimoine de l'UNESCO, une manière de prendre possession des endroits inondés de richesses? Voilà donc, on nous présente aujourd'hui la carte à $1 milliard. Écoutez, monsieur Sarkozy n'invente pas la roue. Le fil après le beurre. Il répercute tout simplement, n'est-ce pas, les dispositions du code de l'impérialisme. Oui. Et je voudrais vous dire que la thématique que vous mettez sur la table est inspirée de l'agenda 21 des Nations Unies. Exact. Lui-même également inspiré, n'est-ce pas, du contrôle global. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez constater que dans l'agenda 21 des Nations Unies, il sera imposé au gouvernement d'inscrire dans leur constitution la problématique de l'écologie et du changement climatique. Oui. Donc, ce n'est pas une surprise. Maintenant, pour revenir à la thématique de manière générale, soyez rassurés, en 2014, la Banque mondiale justement a financé ce projet au Cameroun. Et la dernière personne qui devait être informée, la première personne qui devait être informée n'était pas informée, c'est-à-dire Paul Biya. Et vous savez à quel niveau l'informer? C'est l'hôtel intercontinental à Genève. C'est de quoi je parle? C'est à l'hôtel intercontinental que Paul Biya est informé que la Banque mondiale a engagé des études prospectives pour établir une cartographie des ressources du Cameroun. D'où la problématique, d'où l'information sur les terres, 300 terres, 3100 terres que vous connaissez.
Ce qui nous amène à dire que c'est une parenthèse, que Paul Biya ne va pas toujours à l'intercontinental pour se placer. Parce que c'est le rôle du renseignement. C'est à l'hôtel intercontinental qu'il a informé. Ça veut dire qu'en interne, justement là où je vous rejoins, c'est-à-dire que nous avons des collabos qui travaillent à l'encontre des intérêts de nos États. Ça, c'est important. Donc, alors, justement, le projet, n'est-ce pas, de la carte à 1 milliard de dollars, c'est le projet des 3 cités que nous avons, les 13 familles que nous avons, qui ont fait l'objet d'un débat, n'est-ce pas, sur cette table. C'est-à-dire le contrôle global. Parce que dans cette affaire-là, vous constatez que l'UNESCO, c'est une métastase de cette affaire-là. C'est-à-dire que tout ce qui est important est classé patrimoine de l'UNESCO. Vous allez constater qu'il y a une sorte de surenchère, n'est-ce pas, soit de contrat de deuil amphithéotique, Oui. soit, n'est-ce pas, de contrat de concession, soit d'attribution ou carrément d'achat des terres. Parce que justement, ils sont dans ce projet de contrôle. Nous savons que ce sont eux qui sont en train d'acheter les terres, Voilà. un peu partout en Afrique, Justement. et précisément au Cameroun. Partout en Afrique, pas seulement au Cameroun. Donc, alors, c'est donc ces 3 cités-là, avec les 13 familles qui ont fait l'objet d'une thématique ici, qui sont derrière cette affaire, dans cette affaire, n'est-ce pas, de la prospection. De la carte à 1 milliard de dollars. Parce qu'il est justement question que, qui contrôlent tout, ils achètent tout. C'est de ça qu'il est question. Donc, le discours de M. Sarkozy ne peut pas étonner pour ceux qui suivent l'actualité ou à tout le moins ceux qui lisent. C'est important de le dire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quelle est la posture de nos gouvernants. Parce qu'il y en a qui ont choisi justement d'être naïfs et de croire que la Banque mondiale, le FMI et les autres sont tellement philanthropes que c'est eux qui doivent faire le boulot. Or, c'est également un scandale, c'est une curiosité que vous avez vos matières premières, vous avez votre richesse. Ce sont les autres qui financent les études, la cartographie, c'est-à-dire les études prospectives. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que vous avez les personnes qui peuvent faire ce travail-là, qui ont fait des études, des très bonnes études, qui peuvent justement établir cette cartographie. Et mieux exploiter ces ressources. Parce que c'est ça qui est la question. Pourquoi est-ce que c'est eux qui doivent les exploiter? Il y a un autre gros scandale que tout à l'heure, Parfait va essayer de mettre sur la table. Tous les jours que Dieu a créé, vous voyez les billes de bois sortis de nulle part. En violation des dispositions légales et réglementaires, notamment pour le cas du Cameroun, où vous avez le code, n'est-ce pas, des forestiers, qui indique que il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, l'exploitation des grumes. Non, ça doit être débité, du bois débité, oui. Parce qu'il faut que ça crée des emplois localement et que ça fasse tourner l'économie. Que non, il y a le discours, il y a la loi, mais il y a les pratiques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où justement, on va vous obliger à inscrire dans votre constitution les questions climatiques, c'est-à-dire l'écologie, les questions qui concernent l'environnement et les autres métastases, c'est-à-dire les autres machins, comme notamment nos ressources minières, eh bien, vous ne serez plus propriétaire. Ça veut dire que n'importe quelle puissance peut venir dans votre pays, vous faire la guerre au nom soit de l'eau, soit des terres rares, de l'uranium, soit du cobalt, du coltan, tout ce que vous voulez. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut donc être vigilant parce que j'ai l'habitude de dire qu'il faut que le continent africain ferme ses frontières. Ce n'est pas anodin, j'insiste là-dessus, parce que il faut se protéger. Très souvent, ces gars, quand ils lancent un projet, ils utilisent tous les leviers que nous avons souvent convoqués ici, la finance, le militaire et la religion. Et tous ces 3 piliers sont d'accord. Et quand l'Europe s'engage dans un projet, c'est pour résoudre ces problèmes. Ce n'est pas pour le bien des autres, notamment de l'Afrique, c'est pour résoudre ses propres problèmes. Alors, de ce point de vue, l'Afrique n'a aucun intérêt dans cette affaire et l'Afrique, ça ne les intéresse même pas du tout. S'ils sont capables, justement, de balancer n'importe quoi sur le continent africain. N'importe quelle maladie, n'importe quel virus. N'importe quel bombe, même s'ils sont capables de le faire, ils le feront au nom, justement, du capitalisme. C'est de ça qui est déshumanisé, bien sûr. Donc, je crois qu'aujourd'hui,
il est impératif de fermer nos frontières. Il faut les fermer. Et il faut en même temps, Patient l'a dit, et je suis d'accord pour une fois, il a été violent, qu'il faut la guerre. Parce que nous sommes en guerre. Il faut la guerre. Parce que un étranger ne peut pas venir de dehors et entre dans votre champ, il s'approprie, n'est-ce pas, votre effort de travail et il s'en va. Non, il faut lui faire la guerre. Et il faut lui faire la guerre. Parlant justement de ces étrangers, docteur Jean-Paul Mbelek, qui entrent justement sur le sol, sous le fallacieux prétexte qu'ils sont on appelle ça quoi déjà, des touristes. Et on les retrouve justement dans nos villages, un peu partout, en train de se balader. Avec des caméscopes. Avec des caméscopes, avec des appareils. Photos. Ils font le tour d'ailleurs des pays de l'Afrique subsaharienne avec des photos. Ils nous font passer, enfin ils se font passer pour des touristes. Tout ça encore, n'est-ce pas là, il faut le dire comme ça, un autre braquage à l'italienne, comme ça se dit souvent dans le film. Non. Tous mes précédents co-panélistes ont dit des choses très justes. Oui. Par exemple, lorsque Parfendom parle du fait qu'ils connaissent déjà ce qu'il y a sous notre sous-sol, avec les satellites, oui, c'est vrai ce qu'il dit. Et en fait, quand ils viennent sur le terrain, c'est une petite balade, histoire d'aller peut-être préciser un point de localisation, oui, ou alors tromper les dirigeants pour leur faire croire qu'ils ont fait un travail, parce que ça aussi on va facturer, oui, alors qu'en fait ils ont déjà les éléments. Tous les éléments à leur disposition. Voilà. Paul est là poser une question à laquelle moi j'avais déjà pensé sur un développement. Allez-y. Y arriver. Et 3A le confirme qu'effectivement ces gens-là ils se promènent dans tout le pays et il a donné l'exemple des billes de bois. Vous voyez comment. Alors, moi hier j'ai donné l'exemple de la Grèce. L'argent, il faut, je sais pas, à un moment donné il faut arrêter de multiplier les émissions comme ça. Non, c'est vrai, je ne sais pas un reproche. Hein. Je veux seulement dire qu'il y a certaines émissions qu'on peut faire comme ça pour approfondir un thème précis. Et là, on peut même faire ça sur plusieurs émissions. Mais il y a une autre fois, ça s'appelle la théorie. Il ne faut pas prendre comme des imbéciles. On est là pour en faire des savants. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Nos jeunes doivent devenir des savants. Voilà. En tout cas, il faut qu'on crée une bonne statistique. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu donnes des éléments théoriques d'analyse. C'est que même un paradigme ou des paradigmes s'il faut. Et les gens eux-mêmes peuvent réfléchir à chaque fois. À ça, on ne va pas à chaque fois remettre les mêmes solutions sur des problèmes, juste parce qu'on multiplie les problèmes, alors que c'est les mêmes questions qui sont posées à travers. Parce que les Occidentaux sont capables de multiplier la problématique. Hein. Ici, c'est les richesses, là-bas, c'est les matières premières, ici, c'est le tel conflit. C'est tout, alors que c'est la même grille d'analyse. Les gens qui opèrent là sont des talmudistes. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Vous pouvez les appeler mondialistes. Globalistes et tout ce qu'on veut. Tout ce que vous voulez, ça reviendra toujours au même. C'est ceux qui ont fait le congrès. Mais là, leur problème commence bien avant pour les là. On l'a déjà dit plusieurs fois ici, mais voyez, on va se répéter. C'est vrai que l'enseignement, c'est la répétition. Oui, la mère de la pédagogie, c'est la répétition. Il faudrait que vous le sachiez. Il faut qu'ils deviennent des savants. Il faudrait que les Africains comprennent, et c'est pour cela qu'ils vont se Mais il faut répéter. qu'ils deviennent des savants. À un moment donné, le cerveau... Ils sont des savants. Ils commencent à être des savants, ne vous inquiétez surtout pas. Donc il va travailler. Alors, il y a eu d'abord, on a coupé la tête du roi en France. Et la Révolution française n'a jamais été populaire. Il faut qu'on dise ça combien de fois. Pas parce qu'il y a 2000 savieux vont le dire que nous aussi on doit le répéter. Moi j'ai fait une étude en France. La Révolution française n'a jamais été populaire. C'est pas le peuple. Ça commence avec avec le jeu de paume. Hein? Après que le roi ait réuni le tiers-état, la noblesse et le clergé. Après le tiers-état reste. Ils disent que nous on ne sortira pas de là. C'est la force de Mirabeau. Oui. Sauf par la force des baïonnettes. C'est là. Mais c'était pas le peuple là. Ils sortent, maintenant ils commencent à lever le peuple. C'est pas le peuple. Avant ça, même, ils ont déjà travaillé le peuple parce que le roi avait demandé que chaque région, chaque ville apporte ses doléances. Ils étaient déjà prêts. Il y avait des cercles comme la franc-maçonnerie, les Illuminati. Ça existe déjà. Mais avant la Révolution française, dite française, il y a eu, on a coupé la tête du roi en Angleterre un siècle plus tôt. Il y a eu Cromwell, la République de Cromwell. Même le président Badakani, je sais que j'ai déjà entendu soulever sur cette question. La République de Cromwell, ici. Mais c'est ça qui mène à la City, qui fit à donner Wall Street. La révolution américaine même, elle n'est pas pilotée par les francs-maçons. Je dis pilotée, mais il y a des francs-maçons. Oui. Il y a une nuance terrible. Hein. Donc il ne faut pas s'étonner des différentes successions de décès aux États-Unis, des chefs d'État, à commencer par Lincoln. Et finalement, la privatisation de la Fed. Et ça me permet de dire que les banques, donc par exemple à Freeland, je ne suis pas sûr qu'Afriland First Bank soit une banque africaine. Je ne suis pas sûr. Pas parce que la personne, le Comogne, je crois, ici au Cameroun, c'est lui qu'on présente qu'il a la tête, que vraiment cette banque est africaine. Si elle était africaine,
la banque défend ses propres intérêts, elle serait la première à lutter contre le franc CFA. C'est récemment qu'on entend M. Cournier parler de La Philanthropie Bank. du fait que le franc CFA n'est pas bon. Il faisait quoi avant? Il disait rien. Bon, nous, on n'est pas là pour se manipuler. Donc, si vraiment c'est une banque africaine, elle défend les intérêts de l'Afrique totalement, comme le font. La Banque mondiale elle-même, oui, quand on regarde les textes, tout et tout là, enfin, les premiers écrits, on a l'impression que c'est lié à l'ONU, à l'innovation mondiale comme l'ONU. Bon, déjà, l'ONU, on en a déjà parlé beaucoup, hein, mais admettons naïf, oui. Mais attendez, c'est pas vrai, le FMI c'est pareil, ça appartient à des États qui financent. Si c'était à l'ONU, on ne viendrait pas nous imposer des dictats. Le Gabon aurait un mot à dire. Non. La Chine est complice de cette affaire parce que la Chine est engagée. Depuis un certain nombre d'années, la Chine a un rôle prépondérant dans ces institutions, Banque mondiale et FMI. Voilà, je n'ai pas dit la Russie aussi a ses parts, mais la Chine est beaucoup plus engagée. La Chine est tellement engagée qu'elle est même capable d'acheter les bons du Trésor américain. En d'autres termes, la dette américaine. Oui. Enfin, une partie. Bon, alors maintenant, donc, je vais... pour la cartographie, moi-même, j'ai fait récemment, j'ai un papier qui va sortir, que j'ai écrit avec un de mes élèves en thèse doctorat ici, dans lequel nous avons fait un calcul. Et on a pu estimer que dans la région de Sèvres, au nord de Paris, il y a une petite réserve de cuivre. Elle est toute petite, mais elle existe. Alors comment on a fait ça? Par juste l'analyse des anomalies de la gravité, on peut savoir qu'est-ce qu'il y a à tel endroit. Et cette étude se font depuis les satellites. On n'a pas besoin. Nous, c'est même sur le papier, avec toutes les données qu'on possède. Parce qu'on s'informe, on est de vrais chercheurs. Oui. Alors, donc au bout d'un moment, on peut tirer des conclusions. Alors, donc ça ne nous impressionne pas. Maintenant, au niveau historique, Paul est là. Il a juste posé la question. Mais, regardez, quand on a commencé... Bon, d'abord, je vais commencer par le plus simple. Hein, parce que je suis dans ma chute, mais je vais commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est l'Australie. Il y a une population blanche qui est installée. À la limite, les aborigènes d'Australie. Aborigènes, pas ar. Oui. C'est pas dans les arbres. Aborigènes, c'est la même chose qu'autochtones. C'est-à-dire que les vrais habitants du pays. Aborigènes. Il y a des dictionnaires. Bon. Alors, donc, les aborigènes d'Australie sont très minoritaires. Le gouvernement, c'est toujours des blancs. OK? Le climat en Australie, c'est vrai qu'il y a des zones désertiques comme en Afrique, mais il y a aussi des zones très froides, mais comme en Afrique du Sud, et même un peu parfois en Afrique du Nord, mais il y a aussi les mêmes régions que nous trouvons forestières ici en Afrique. Ils ont même fait ce qu'en Nouvelle-Calédonie. La France a mis les pieds là-bas. Il y a un peuplement blanc là-bas. Ils ont été Tahiti même. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, peuplement blanc. Toute l'Amérique. Parce que l'Amérique du Nord, on dira que là-bas, c'est les pays froids. Les blancs s'adaptent. Donc c'est normal qu'ils sont. Mais il y a l'Amérique du Sud. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Alors là, c'est le jumeau de l'Afrique. Et il y a une population blanche. Mais alors, regardez les distances. Les premiers à commencer à occuper ces pays, c'est pas le Portugal. Mais l'Afrique est à côté. L'Afrique est à côté. Pourquoi ils font ce bond et pas en Afrique? Ils auraient pu occuper l'Afrique dès le début, avant d'occuper même... Mais attendez, l'Afrique, c'est à côté de l'Europe. Et quand on dit Espagne, Portugal, même la France, c'est vraiment à côté. Donc c'était facile pour vous de traverser la Méditerranée. C'est moins long que de traverser. Vous savez, l'Afrique est plus proche de l'Amérique du Sud que l'Europe. Quand vous venez du Brésil, vous passez par l'Afrique avant de continuer sur l'Europe. Oui, mais j'ai fait le voyage, j'ai été 3 fois en Amérique latine. Mais ça dépend où tu es en Afrique, hein, docteur. Je dis, hein. Si tu es à Alger. J'ai dit Afrique, je t'ai précisé. L'Afrique, le Sénégal, c'est pas l'Afrique. Je dis que quand on vient du Brésil, moi j'ai été 2 fois en Brésil, j'ai été aussi en Argentine, on va passer au large des côtes de l'Afrique comme du Sénégal avant d'arriver en Europe. J'ai fait le voyage. Peut-être que je doutais quelqu'un qui a réalisé. Et puis regarde même la carte. Regarde sur les cartes. Regarde la carte. Tu peux googliser là. Regarde la carte. Donc la plus grande proximité pour l'Europe, c'est l'Afrique. Parce que même si on voulait aller en Asie, il faut traverser la chaîne l'Oural. C'est une chaîne montagneuse. Oui. Donc c'est pas évident. Mais traverser la Méditerranée en bateau, c'est facile. Surtout, il y a même si le canal de Suez, c'est artificiel. En fait, l'Afrique est reliée au reste des terres par ce qu'on appelle maintenant l'isthme de Suez, c'est artificiel. Voilà. Donc, en résumé, écoutez une chose, parce que ça, c'était juste pour amorcer. Je vais dire par là que c'est comme il y a une peur des Européens pour s'installer en Afrique. Parce qu'en fait, la géographie, les raisons climatiques ne sont pas suffisantes pour les dissuader de s'installer en Afrique. La preuve, il y a eu une tentative en Afrique du Sud. Mais même jusque-là, les Blancs sont minoritaires là-bas. Et puis, ils ont échoué.
Parce que quand en Algérie, ils ont aussi essayé, ils ont échoué. C'est-à-dire que les seules velléités de s'installer en Afrique, ils ont échoué. Mais il faut expliquer cet échec. C'est pas la volonté qui a manqué. Un, il y a comme une peur. Deux, quand ils essayent, ils échouent. Ils ont échoué. Nous, on a eu nos indépendances. L'Algérie n'a jamais été un peuplement finalement. Beaucoup de pieds noirs sont partis. Ils sont partis même en courant. Il y a pareil pour l'Afrique du Sud, l'apartheid est fini. Mais qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Et là, les endocolons entrent en jeu, effectivement. Le but de l'Afrique, c'est de prendre les richesses qu'il y a en Afrique. Mais c'est pas ça, c'est numéro un. Parce le but de l'Occident. Excusez-moi, le but de l'Occident. Oui. Le but de l'Occident. Tu as raison, oui. Le but de l'Occident, c'est de prendre les richesses qu'il y a en Afrique. Ça, c'est juste number one. Mais il y a number two. Parce que ça a été dit là, l'Afrique sans les Africains. Les talmudistes n'aiment pas les Noirs. Parce que chez les talmudistes, les Noirs, au mieux, les plus gentils des talmudistes sont des demi-hommes, demi-singes. Pour les plus méchants, c'est carrément des biens meubles. Ça ne vaut même pas un chat. C'est même pas un animal. Ça vaut même pas une chaise. Oui, ça équivaut à une chaise. Voilà. Donc on peut en casser plusieurs, c'est pas grave. On peut faire autant de guerres, tuer les enfants, c'est pas grave. On s'en fiche. Vous voyez, quand on arrive à ce niveau-là, on a affaire à des gens irrationnels. Et quelque part, ils ont un plan messianique. Ils attendent leur Messie. Oui, c'est pas Jésus-Christ. Parce que pour eux, Jésus-Christ, c'est pas le bon Messie. Tous ces investissements, on a affaire à des gens irrationnels. Et c'est pour cela qu'il y a la peur de l'Afrique. Parce que l'homme est né en Afrique. Beaucoup de gens s'imaginent que le jardin d'Éden, c'est, je ne sais pas, au Proche-Orient. Mais quand on lit la Bible elle-même et que finalement, on revient sur la science, l'Éden, c'est l'Afrique. Oui, donc il y a cette part d'irrationalité-là, dans lequel, non seulement il faut prendre les richesses en Afrique, mais on en prend aussi ailleurs, mais il faut créer un maximum de dégâts dans les populations africaines. Mais, dans l'ancienne version talmudiste, on peut même exterminer les Africains, hein, parce que le plan de Hitler, il s'attaquait aux mauvaises personnes, il fallait exterminer les Africains. Sauf que, depuis, on sait que c'est pas seulement que l'origine de l'humanité, c'est en Afrique, mais la conséquence, c'est laquelle? C'est que le stock génétique de l'humanité en Afrique. Franchement, il faut être fou totalement pour penser à l'extermination de l'Afrique. Mais, à défaut d'extermination, on peut penser à la réduction de la population pour mieux contrôler ce territoire. Et voilà, ils vont faire comme ils faisaient sous la colonisation, mettre les Africains au travail pour un rien, en fait, les rendre esclaves. En fait, le sort qu'ils nous réserve, c'est l'esclavage éternel, en prenant nos richesses. Et nous-mêmes contribuons à notre propre malheur, à travers les endocolons et notre soumission. Mais sauf que, je termine sur une bonne note, c'est fini. Ces imbéciles n'ont toujours pas compris. C'est fini. Ça ne marchera plus. C'est fini. Alors, moi, la preuve, moi je veux me donner moi-même comme exemple. Je ne devrais pas être vivant avec vous, là. Et je suis vivant. Donc, ayant échappé à un massacre, j'ai échappé à un massacre. Et ce faisant, ma mère aussi, je considère que le destin est scellé. Notre destin, c'est la libération totale du continent africain. Et en ce qui me concerne, je donne ma vie, j'ai pas de problème. Puisque j'aurais pu être mort avant. Il y a eu un massacre, moi je suis de l'O4, à Babimbi, il y a eu un massacre là-bas. Bien sûr. Hein? Juste avant l'indépendance. Violent. Mais c'est un officier français qui a sauvé la vie à ma mère, et c'est grâce à moi. Il a ma mère, une jeune femme qui portait un bébé, elle était partie au village pour présenter le bébé. Elle lui a dit non, parce qu'ils sont d'abord venus prospecter les environs. Elle a dit non, on va venir massacrer les gens. Tu vas dans cette maison, tu n'en sors pas, parce que je viens te chercher. Je connais cette histoire, ma mère me l'a racontée plusieurs fois quand j'étais petit. Et quand j'ai été au village en 1988 avec la maman de mes enfants, c'est une Française, on lui a raconté la même histoire. Pas l'histoire personnelle, mais le massacre. Oui. Les témoins encore du massacre. Les gens sont, ceux qui ont pu fuir, ils se sont retrouvés dans la forêt. Beaucoup sont morts de faim. Parce qu'on dit on n'est pas des pygmées. Beaucoup sont morts de faim. Et dans la région de l'O4, ce n'est que dans les années 70 qu'on a commencé à permettre aux gens de revenir. Parce que c'était anti-ravu dans ces régions. Voilà l'histoire. Mais je vous dis, hein, soyez tranquilles. On est parti pour gagner, c'est définitif. On est parti pour gagner, c'est définitif. Là, comment comprendre qu'une institution comme la Banque mondiale prenne sur elle de demander aux pays africains de faire une carte minière de leur nation et, sur le coup, leur donnera $1 milliard. C'est comme si c'était une escroquerie. Tout à l'heure, Patient Parfendom parlait de Fémania. Cela veut dire qu'on vous présente $1 milliard alors que votre sous-sol coûte des milliards, des millions de milliards de dollars. Le sous-sol africain est inestimable. Je ne sais même pas si on peut le quantifier en milliards. Je ne pense pas qu'il y ait une seule machine qui peut contenir les zéros en termes de représentation
monétaire, même approximative de la richesse du sous-sol africain. Et ils le savent très bien, comme ça a été dit tout à l'heure, ils le savent très bien, ils sont mieux au courant que nous, et ça c'est encore pour le déplorer. Et donc ça appelle quand même déjà une piste en termes de compétences internes à développer pour justement fermer le clapet de tous ces menteurs-là qui se présentent comme des personnes qui veulent nous aider. En réalité, on se retrouve dans une escroquerie à une échelle qui en réalité ne fait que continuer d'insulter nos intelligences. Parce que quand on entend, j'ai suivi l'interview, je pense, du représentant de la Banque mondiale en 2014, quand c'était annoncé, oui. Et qui disait, voilà, parce que le journaliste lui dit, mais pourquoi vous ne pensez pas que les Africains ne puissent pas eux-mêmes organiser leur richesse et même l'identification de leurs ressources en termes de géographie. Et il dit non, vraiment, c'est dans l'intérêt des peuples africains. Suivez bien, hein. Il dit, le fait que nous n'ayons pas encore mis sur pied cette carte à 1 milliard de dollars s'explique par les guerres qu'il y a en Afrique. Parce que les Africains se tuent entre eux, parce qu'ils cherchent à monopoliser les richesses. Et donc, nous, on vient sauver l'Afrique. Vous pouvez retrouver la vidéo, l'interview. Nous, on vient sauver donc l'Afrique en faisant cette carte à 1 milliard de dollars, de telle sorte qu'ils sauront exactement où se trouvent leurs richesses et on saura comment les exploiter. Et ça évitera donc toute confusion. Donc, voilà un autre gros mensonge qu'ils nous présentent comme ça. C'est pour ça que je parle toujours d'insultes à nos intelligences, pour nous faire croire qu'en réalité, ça vient encore résoudre un problème. Les Occidentaux, à mon sens, puisque j'ai commencé par une fiction, qui malheureusement est une réalité triste pour nous les Africains, quand on relit une de leurs fictions qui est Robin des Bois, on se rend compte qu'en réalité, Robin des Bois qui est celui qui vole les riches pour donner aux pauvres, et en réalité, c'est des Robins des Bois inversés. Parce qu'ils volent les pauvres, justement, pour donner aux riches, mais en réalité, riches, tels qu'ils se présentent, eux. Et en réalité, c'est eux-mêmes encore. Et ça me rappelle encore une chose, ce n'est pas une fiction cette fois-ci. Je crois que vous vous rappelez, en Afrique du Sud, au Nigeria et même au Cameroun, il y a eu, il y a quelques années, je pense qu'on s'en souvient tous, un nouveau type de banditisme. Qui en fait, vous savez qu'en réalité, un bandit, un cambrioleur, dans la logique classique, arrive par effraction chez vous. C'est-à-dire que vous ne savez pas, ou alors vous êtes... Bref, il vous surprend. Et il y a eu un phénomène il y a quelques années, c'était beaucoup plus précis en Afrique du Sud et au Nigeria, et ça a eu un peu cours ici, qui consistait à ce que les bandits ne venaient plus par effraction, mais vous appelaient. Oui. Ils vous appellent au téléphone et ils vous disaient avec précision où se trouvent les biens qu'ils veulent venir piller, et ils vous donnaient la date, le jour et l'heure à laquelle ils viendraient, et ils vous demandaient d'être prêts. C'est-à-dire qu'il vous disait par exemple, bon, on va venir prendre l'écran plasma de 52 pouces, pas celui de la chambre, hein, on parle de celui du salon, mais pas le grand salon, le plus petit, et éviter que la porte qui a 2 loquets là soit fermée. Donc, il vous montre qu'ils maîtrisent votre environnement, et ils vous disent avec précision ce qu'ils viennent chercher, l'heure, la date, et ils vous disent comment ils vont opérer. Ça a vraiment eu cours. Notamment en Afrique du Sud, parce que j'ai des gens qui étaient là-bas, qui me rapportaient ces faits-là il y a quelques années. Et donc, c'est exactement le même principe avec ces cartes à 1 milliard de dollars. C'est-à-dire qu'avant, ils venaient par force. Avant, c'était la violence ostentatoire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. On vous présente ça comme une aide. Et on vous dit, il faudrait qu'on vienne vous cartographier, en fait, vos terres, vos mines, pour savoir quelle est l'étendue de votre richesse pour vos propres biens. Mais c'est exactement ces pilleurs-là qui vous disent exactement l'heure à laquelle ils vont venir. Et malheur à vous, si vous prenez des dispositions contraires. Et ça se passait, moi j'ai une connaissance, si elle les occupe, elle doit se reconnaître, qui m'a raconté ce qui était précisément en Afrique du Sud, à qui c'est arrivé. On l'a appelé, c'était une maison d'étudiants qu'ils ont pris à 3 ou 4, et on les a appelés, c'était en Afrique du Sud, et on leur a dit, on vient à telle heure, il y a le réfrigérateur. Bon, comme c'est un peu lourd, on va d'abord laisser, on reviendra demain. Mais préserver ceci, cela, la télé, les meubles, c'est des réalités. Alors, cette carte à 1 milliard de dollars, c'est exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'on nous annonce qu'on va venir nous piller, à la seule différence que
dans l'histoire des brigands que je raconte tout à l'heure, parce que c'est toujours des brigands l'Occident, mais dans l'histoire réelle que je raconte il y a quelques années en Afrique du Sud, la personne en réalité sait que c'est des brigands. Et elle a peur, elle panique, et même quand elle a indiqué où se trouvent ces choses et que ces gens viennent pour donc prendre, et que, parce que souvent même ils demandent que vous les aidiez à porter, bon c'est un peu lourd, aide-moi à sortir ça. Ils sortent ça, ils chargent les camions et ils partent. La différence c'est que aujourd'hui, avec l'Occident, depuis toujours en tout cas, mais leur modus operandi, c'est que malheureusement sur place, on présente ça et on perçoit ça comme de l'aide, et vous avez des Africains, ce n'est pas moi qui vous l'apprends, qui vous disent, mais vraiment sans l'Occident, je ne sais pas comment on aurait fait, heureusement qu'ils sont là. Donc voilà toute la différence. Donc c'est une grosse arnaque, c'est une escroquerie qui n'a à ciel ouvert, et franchement, c'est à nous d'éveiller nos consciences et de faire ce qu'il faut. Patient Parfum d'Homme, je vais vous dire ce que M. Dessa a déclaré, ce patron de la Banque mondiale. Il dit, il a été constaté par plusieurs experts au plan mondial que l'un des problèmes principaux au niveau des pays africains, c'est le manque de connaissance de leurs ressources. Les gouvernements africains n'arrivent pas à extraire les meilleures conditions possibles de leurs richesses. N'est-ce pas là encore une autre insulte? Au-delà de l'insulte, c'est faux tout ce que je raconte. Je vous ai dit que déjà, à la période coloniale, oui, au temps des Allemands, allez dans nos forêts là-bas en Pays-Bassa. Vous connaissez l'histoire des montagnes où de temps en temps, on a l'impression qu'il y a une horloge. Une horloge, c'est du côté des Sengles, précisément chez moi. Donc, bon, à midi. À midi. C'est quoi ces histoires-là? Oui. Ils ont introduit, n'est-ce pas, des repères par endroit. Parce que c'était brutal à l'époque. Aujourd'hui, mettez tout simplement un mouchard qui peut leur permettre de dire avec exactitude ce qui se passe. Moi, j'étais à Maholo, c'est du côté de Bourmakar là-bas, au funérailles d'un patriarche. Et au retour, mon ami Moungui me dit, faisons quand même un détour pour voir où en est-on avec l'autoroute Douala-Yaoundé. On nous a dit qu'ils sont quelque part là. Et effectivement, ils ne sont pas loin, n'est-ce pas, de cette route qui va du côté de Boumbiébel. J'ai l'impression que j'ai traversé, c'est le premier tronçon qui doit s'arrêter là. Donc on va voir ce chantier, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Chinois. Au retour, on trouve 2 Chinois qui n'étaient pas sur le chantier, qui étaient en train d'explorer une forêt qui n'avait rien à voir avec le chantier qu'ils étaient en train de faire. J'ai demandé à mon homme, mais arrête-toi un peu, j'ai envie de leur poser la question. Il dit que non. J'ai dit, arrête-toi, je veux leur poser la question, savoir qu'est-ce qu'ils font là. Le chantier est loin là-bas, le tracé n'est pas par ici. Et ils regardaient les bambous de Chine, ils regardaient d'autres essences et d'autres affaires. Et ça paraissait un peu bizarre. Donc je dis, ce sont des histoires. Ils ont exactement la cartographie minière de notre sous-sol. Ils ont des satellites. Ils envoient des trucs ici pour aller voir là-bas en Mars, de quel côté il y a de l'eau, machin, est-ce qu'il y avait une mer quelque part qui a enfui. C'est sûr qu'ils sont incapables de savoir ce que vous avez. Ils le savent exactement. On sait exactement qu'à Mini Martap, on a la bauxite. On sait exactement qu'à Mulundu, nous avons ceci. On vient de découvrir un grand gisement de fer à cheval entre le Cameroun et le Congo. On sait où sont nos réserves en or, en diamant, etc., etc. On le sait pertinemment. On sait que Douala, pratiquement jusqu'à Yaoundé, c'est une mer de gaz. On sait que l'aéroport de Douala, normalement, devait la détruire. Parce que c'est une mer de gaz. De gaz à cet endroit. Et ça, tout ça, c'est connu. Oui. Ce n'est pas ça le problème. Le problème que nous avons, c'est que nous avons des têtes bien faites comme celle et je reviens sur cette question-là, comme de Jean-Paul Mbelek. Mais pourquoi on ne mettrait pas ensemble tous ces ingénieurs que nous formons en leur assignant des tâches bien précises? Nous avons besoin que vous, ces gars-là, vous nous sortez par exemple des machines qui seront capables de faire l'exploration, je ne sais pas, du manganèse quelque part. On vous donne tous les moyens. Allez-y. Créer des unités comme ça où les gens réfléchissent, ils font de la recherche, n'est-ce pas, appliquée, et puis ils nous sortent des solutions. Comment les Sud-Africains ont fait? Ils ont fait comment pour avoir cette expertise-là aujourd'hui? Comment font les Russes? Et vous pensez que nous, on est incapables de le faire? Nous sommes plus d'1 milliard d'habitants. Le taux d'analphabétisme a puissamment reculé en Afrique. Nous produisons des ingénieurs, des docteurs dans tous les domaines. Pourquoi on est incapable de les organiser pour pouvoir
nous sortir des solutions qui vont nous permettre effectivement de ne pas avoir en face de nous des petits guignols qui viennent nous dire nous avons beaucoup investi dans la recherche, dans l'exploration et dans l'exploitation. C'est pour ça que vous n'aurez que 10% de votre pétrole. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a un truc fondamental et clé sur lequel nous nous battons depuis très longtemps. C'est la question de la souveraineté. Nos États ne sont pas souverains. Nous avons les gens à la tête de nos États. J'admire beaucoup l'optimisme de mon ami Jean-Paul Mbelek. Mais jusqu'à présent, on tarde à voir les résultats de cette affaire-là. On tarde à voir. C'est ça notre problème. Vous ne pouvez pas venir aller proposer au gouvernement cubain que bon, on va vous aider à faire la cartographie. Ils vont vous dire que non, foutez la paix. Les aires protégées par, n'est-ce pas, ces réserves protégées par l'UNESCO. Vous savez ce qui est en train de se passer pour le parc de Virunga, à cheval entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On a découvert qu'il y a du pétrole là-bas et d'autres minéraux. Les gars s'en foutent complètement de ce parc qui était protégé. Ils veulent l'exploiter. Ils veulent l'exploiter, quitte à saccager complètement, n'est-ce pas, ce petit Éden. C'est un Éden qui a des essences en faune, en flore exceptionnelles. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ont découvert que là, il y a quelque chose d'essentiel qui est important pour leurs industries, dont ils vont le prendre. C'est ça qu'il s'agit, Steve. C'est la question de la souveraineté. Il nous faut de véritables patriotes à la tête de nos États, de nos institutions, qui ne vont pas accepter n'importe quoi. Il nous faut, à la base, que les Africains se rendent compte que nous sommes assis sur une montagne de diamants. Et nous avons les poches pleines d'or. Nous devons les exploiter pour le bonheur de nos propres peuples. Quand vous avez un grand banquier, comme le banquier que vous avez tout à l'heure cité, ils sont encore, bon, l'affaire est de nouveau remise sur la table. Si, il s'avère vrai, et tout mon temps a démontré que c'est vrai, qu'il a participé, n'est-ce pas, à quelque chose d'aussi ignoble, c'est-à-dire, en réalité, appauvrir l'Afrique, accepter que des gens viennent de l'extérieur, qui pillent l'Afrique, et qu'eux servent de canal pour légaliser, n'est-ce pas, cette mafia et cette fraude-là, c'est extrêmement grave. Mais c'est ce qui se passe. On le voit dans nos États. Regardez les fonctionnaires. Il y a encore un rapport qui est sorti sur le bois, à Datol, où enfin, le ministère se rend compte que les fonctionnaires ont partisé avec les étrangers pour flouer complètement le Cameroun. Eh oui. Ce qui est déclaré comme bois coupé et sorti ne représente même pas la moitié de ce que les gars ont en réalité massacré ici chez nous. Comment cela a été possible avec la complicité de nos hauts cadres, hauts commis et de nos fonctionnaires? Voilà, donc les gens pensent à un moment donné que quand on le dit, c'est parce qu'on a la haine de quelqu'un. On a la haine d'un individu, on a la haine de qui que ce soit, mais nous le disons, l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir si on ne met pas, on ne stick pas cette mentalité de nos têtes. C'est ici en Afrique que nous devons construire un paradis comme les autres le font. Et le coronavirus vient de le démontrer. J'étais encore ébahi. Un pays comme le Congo, vous vous rendez compte? Ils ont été incapables d'avoir une unité médicale capable de soigner le principal opposant à M. Sassou Nguesso pour de tout faire pour vouloir l'évacuer. Malheureusement, il est mort dans l'avion avant d'atteindre, je ne sais pas par où on devait le soigner. Regardez ce qui s'est passé dernièrement dans un autre pays tiers, je ne sais pas, en Afrique de l'Ouest. Ce sont les mêmes comportements. La Côte d'Ivoire. On dit ils font des croissances à 2%. Vraiment, c'est... À deux chiffres. À deux chiffres. À deux chiffres. On n'avait jamais vu, sur le plan économique, une magie comme celle qu'on va en train de produire. Mais bam, tous les hauts commis de l'État, moins de petits problèmes, boum, évacuation sanitaire, boum, évacuation sanitaire. L'argent, ça sert à faire quoi? Les intelligences que la Côte d'Ivoire crée, ça sert à faire quoi? On ne peut pas créer des hôpitaux de référence, on ne peut pas créer des lits capables de soigner ces gens-là, à les acheter et avoir des ressources humaines capables de soigner ces gens. On vous sort par exemple le taux de nombre de médecins camerounais qu'il y a à l'extérieur. Le nombre de fuites de médecins béninois qui sont partis. Parce qu'on ne met pas en Afrique des cadres capables quand même de permettre à ces gens de travailler dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de plateau technique à niveau. Il n'y a pas de recherche endogène. Cette affaire de Corona, on en fait tous les débats possibles ici. On a dit mais que les gars ont déflé sur ce plateau avec des solutions, n'est-ce pas, pratiques de notre pharmacopée traditionnelle. Mais remettez ces gars ensemble, entourés d'un certain nombre de scientifiques et de chercheurs. C'est simple, on va seulement extraire le principe actif de la feuille ou bien de l'écorce et nous sortir quelque chose que sur le plan international, personne ne peut essayer de nier. Pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas pourquoi? Entre-temps, on continue de, n'est-ce pas, d'exporter nos écorces
de tout exporter. J'ai donné le nom de la société. Quelqu'un m'a donné le nom, c'était planté comme quelque chose comme ça, qui existe de côté à Moutenguene. Oui. Ils ne font que ça, hein. Ça dit que le problème, c'est d'aller en forêt, couper tout ce qui est écorce et remettre dans les trucs, envoyer par bateau chez les Occidentaux pour le extraire. Heureusement, en attendant qu'on décime toute notre forêt, on continue encore de manger nos bons plats, ou on prend les écorces de bongo, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et nous on mange cette affaire-là. Donc Corona peut se balader, je serai toujours diagnostiqué négatif comme ça, c'est le cas hier. Donc vraiment, cette affaire-là, il faut qu'on essaie d'encadrer, de rentrer dans l'organisation de nos États à tous les niveaux, si nous voulons vraiment nous en sortir. Sinon, il y aura toujours des petits blancs-becs qui vont se dire que de ce côté de l'Afrique là, il y a personne. M. Ngos Haïtien là-bas, lui-même ne sait pas sur quoi il est assis. Nous, on va venir lui expliquer sur quoi il est assis. Continuer de faire des promotions, pas dans le domaine scientifique, pas dans les disciplines scientifiques qui devaient être vraiment la chose dans laquelle nous devons foncer en bloc. On fait dans le marketing, commerce, l'économie, comme ça, vous faites le marketing des choses que nous ne produisez pas, le commerce des choses que vous ne produisez pas, alors qu'il y a des disciplines scientifiques qui devaient être la chose là où nous tous, on devait envoyer nos enfants pour qu'ils puissent vraiment domestiquer la science au sens large du terme. Albert Anatola, ici, finalement, nous sommes infestés dans nos colons qui travaillent pour l'Occident. Comment est-ce qu'on va s'en sortir quand vous dites, par exemple, avec vous et le docteur Mbelek, sans oublier, bien sûr, patient parfum d'homme, il faut entrer en guerre tout de suite avec ces personnes qui viennent sur le continent? Je crois que ce dimanche, nous avons débattu d'une thématique parlant justement de l'ingérence étrangère en Afrique. Nous avons dit, je pense, un certain nombre de choses, pour ceux qui ont écouté cette émission-là, qui l'ont regardée. Et là, maintenant, lorsque vous mettez cette problématique sur la table, là, ça nous convoque de parler de l'ingérence économique. C'est ça qu'il s'agit, en fait. L'ingérence économique, justement, ça participe d'une autre forme d'aliénation. Et avec la complicité des endocolons. Tout à l'heure, je vous ai donné une information, certainement que vous n'aviez pas. C'est-à-dire que c'est à Genève que le peuple apprend que dans son pays, la Banque mondiale a engagé une étude prospective sur les ressources de son sous-sol, les sous-sols de son pays. C'est à Genève. Qui a initié, qui a donné les autorisations pour mener cette étude? Ce sont ses collaborateurs. Mais ils sont encore en place. Ils sont là. Qui travaillent pour l'Occident. Ils travaillent pour l'Occident, mais ils sont nommés, mais ils occupent les postes importants dans notre pays. C'est ça le scandale africain, en fait. Parfois, on impose à ces chefs d'État de les nommer. Je ne sais pas si ils sont imposés par qui que ce soit, mais dans tous les cas, lorsque vous avez le mandat du peuple et que vous avez juré sur la Constitution de protéger et les républiques, les institutions de la République et vos populations, vous devez le faire. Sinon, vous avez failli si vous faites le contraire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même pendant les périodes chaudes de lutte d'indépendance, il y avait les traîtres dans les rangs. Nous en connaissons, je pense que Patient de au courant. Ils sont nombreux qui sont arrivés aux Nations Unies avant Oumiobe, qui ont dit que Oumiobe était un con. Donc nous avons c'est la même situation qui prévaut aujourd'hui. Ils sont très nombreux, Albert Anatola, ici. Voilà. Donc nous avons donc les gens, quand vous voyez, c'est une parenthèse, lorsque vous voyez m'offusquer des individus, quelquefois, qui ont le mandat du peuple, demander à l'ONU de venir gérer nos problèmes, alors que c'est l'ONU qui est le principal responsable dans des problèmes que nous avons sur le continent, j'ai envie de dire, il faut les passer la potence. Peut-être c'est violent, mais il faut le faire. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous voyez les massacres qui sont commis par ces institutions dites internationales, qui, par cynisme, vous font la promotion des droits de l'homme, du respect des droits humains, vous avez envie de dire, attendez, il faut que je me pende quand même. Donc je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Quand on parle de l'humanité, parce que chez eux, ils sont déshumanisés, donc ce qui fait que les questions qui touchent l'humanité, ça ne les concerne pas du tout, ils sont étrangers à tout cela. Donc je pense que pour revenir à votre question, nous avons, il y a deux choses qu'il faut peut-être mettre sur la table, par rapport aux endocolons. Peut-être changer le paradigme. Je crois que c'est la Corée du Nord qui a exclu de son programme scolaire toutes les matières littéraires. Désormais, il est question de mettre tout le monde à la science. Et oui. Tout ce qui concerne la littérature, dégagé. Il faut donc une culture de cette nature, c'est-à-dire qu'on s'approprie notre système éducatif.
Parce que les gens qui vont, par exemple, se faire former à la Sorbonne, ils sont un peu aliénés, hein, culturellement. Les gens qui vont se faire former à Saint-Cyr, ils sont les petits Français. Parce qu'aujourd'hui, ils auront quelques fibres. La preuve, c'est que vous avez à l'intérieur même de notre force de défense des conseillers techniques. Le CODERM. Ça veut dire que vous ne pouvez rien planifier sans qu'ils soient informés. Partout au sein de nos institutions, vous allez les voir, soit le CODERM, soit nos propres compatriotes, qui, ils sont peut-être noirs de peau, mais blancs d'esprit, parce qu'ils ne travaillent pas pour vous. Ils ont au moins 2 passeports. Le passeport du Cameroun, par exemple, pas du Cameroun, le passeport allemand, britannique ou américain. Donc je pense qu'il faut absolument leur d'abord emmener dans une sorte de pédagogie, les amener à comprendre que leur intérêt c'est ici et non là-bas, parce que même s'ils ont les immeubles de ce côté-là, si d'aventure ils ne sont plus à faire, ils vont les perdre. Deuxième chose, on est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. Je sais de quoi je parle. Pour ceux qui ont eu quelquefois l'avantage de voyager comme Dr Mbelek, et c'est quand vous êtes chez les autres, vous n'êtes pas chez vous. Hein. Un jour, vous êtes toujours, on va vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez eux. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que il faut une formation politique. Nous avons trop d'imposteurs qui polluent l'espace politique. Il faut une bonne formation politique. Lorsque Patient parle de politique, je sais de quoi il parle. On ressent. Lorsque Bandakani parle de politique, je sais de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il nous faut des vrais politiciens. Pas. Il y a le laboratoire des animateurs. Pas des imposteurs. Non, il y a trop d'imposteurs qui polluent l'espace public. Donc je crois que lorsque nous avons donc épuisé ce projet, il va falloir démanteler, je dis bien démanteler le continent africain des bases militaires étrangères. Parce que c'est un gros scandale que l'Afrique soit le seul continent au monde qui a sur son sol des forces d'occupation. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Docteur Jean-Paul Mbelek, l'Afrique est assise, ou alors les Africains sont assis sur une montagne de richesses, mais ne peuvent pas justement en profiter. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand on sait pertinemment qu'il y a des cerveaux comme vous sur le continent africain qui peuvent faire de belles et grandes choses et qu'on ne leur donne pas justement cette occasion, cette chance de le faire. Non, Albert Anatola ici, Pacha Parfendome. on dit qu'il faut engager la guerre. Mais quand on veut engager la guerre, il y a un état-major, il y a déjà même le chef des armées, ça y est, le chef de l'État. Il doit s'organiser. Il s'organise et prend la décision de la guerre. Nous, on est là pour éveiller les consciences et dire que vous voulez ou pas, nous sommes en situation de guerre. Mais 3 ans, j'ai voulu tenir compte de ce que tu m'as fait comme observation. Hein. C'était hier. Ça, c'était en off. Hein. Mais je ne peux pas m'empêcher de revenir sur cette chose. Désolé. Hein. C'est pas que j'ai pas compris. J'ai bien compris, mais bon. Parfait. Je crois que... Je n'oublie pas la question, mais je suis obligé de passer par cette parenthèse. J'ai l'impression que tu fais une analyse... C'est toi le politicien ici, au fait. Hein. Mais tu fais une analyse qui est, comme beaucoup de politiciens, hein, comme toi, courte. Parce que vous avez des visées électorales, les échéances électorales sont courtes. Alors, ce n'est pas le cas pour Patient Parfendome. Hein. Non, laisse-le continuer. Oui, je veux le défendre. C'est pas encore ses visées. Non, même s'il ne se présente pas, je veux dire que lui, c'est un représentant de politique, non? Oui. Oui. Voilà, ils ont des échéances courtes. Ici, au Cameroun ou ailleurs, ou même en Occident. Ils sont présidentiels, les députés, les maires. Municipaux. Voilà, c'est des échéances courtes. Mais pour comprendre ça, il va au peuple noir. Et voir qu'on va vers la victoire. Parce que tu m'as dit, l'optimisme pour le docteur Jean-Paul Mbelek. Ah, c'est ça. C'est ça, voilà. Parce que moi, je vais vais aller vers l'optimisme. Ah, je veux le justifier. Il faut prendre la longue durée. Allons-y, messieurs. Hein, on a 2 ou 3 messages à lire. Oui. Dans la longue durée, attends. Donc, on n'a pas l'éternité devant nous, avec nous. Hein. Laisse-moi expliquer. Tu vois que je n'ai pas eu tort. J'ai bien dit que c'est comme ça. Toi, tu vas court et moyen. Terminons rapidement, messieurs. Moi, je ne suis pas politicien. Donc, moi, je suis scientifique. Et je m'intéresse à l'histoire. Donc, je veux regarder. Je vois que le problème est à long terme. La première présence étrangère sur le sol africain qui impose une domination nette, hein, sont les Perses. Avec Cambyse. La date est connue. 525 avant Jésus-Christ. Cambyse arrive en Égypte.
et puis Thèbes, capitale. Ensuite, avant Cambyse, en fait, les premiers, même avant Cambyse, il y a eu les Assyriens, j'ai oublié. Les Assyriens, c'est un siècle plus tôt, un siècle et demi plus tôt, vers 660 avant Jésus-Christ. 632, enfin, quelque part par là, 600 et quelques avant Jésus-Christ. C'est les premiers à aller piller Thèbes, les Assyriens. Ils ne restent pas, hein. Mais ils ont fait tomber un mythe. C'est la peur de l'Égypte. Or, n'oubliez pas que l'Égypte, c'est notre première muraille au nord-est de l'Afrique. Oui. Donc si cette muraille ne tombe pas, et c'est la seule possibilité d'entrer par la terre, parce que le canal est artificiel, les premiers à commencer à construire le canal, qui l'ont même construit, c'est les anciens Égyptiens eux-mêmes, qui ont fait le premier canal de... On appelle Suez à cause de la ville qui s'appelait plus tard Suez. Mais les premiers à faire ce canal-là sont les Égyptiens. C'était l'idée à tous les même, c'est faire rejoindre la Méditerranée, la mer Rouge, pour éviter de faire le tour de l'Afrique. Voilà, la preuve qu'ils connaissaient bien l'ensemble du continent. Voilà. Et donc, je disais que les Assyriens l'avaient fait. Ils ne sont pas restés. Mais ils ont fait tomber ce mythe-là. Vous savez, les Égyptiens ont pris le Sphinx, ils l'ont mis là, à l'entrée de l'Égypte. Histoire de montrer leur puissance et de terroriser ceux qui pouvaient terroriser, quoi. Mais moi, je crois que c'est une erreur. Parce qu'en fait, ça les a attirés. Il y avait des richesses. Il suffisait que venir, de vague en vague, d'époque en époque. Et finalement, quand l'Égypte va tomber, il y a un peu qu'à essayer de sauver. Vous voyez, je suis dans la longueur de l'histoire. Il y a un peu qu'à essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Ce sont les Soudanais. Dans l'histoire, on les appelle les Couchites, les gens de Couche. D'ailleurs, le mot Couchi, c'est celui que les Israéliens utilisent pour désigner les Noirs. Dans l'hébreu d'aujourd'hui moderne, le noir se dit Couchi. C'est Couche. Couche, on en parle dans la Bible, dans le Coran, partout. Voilà. Les pharaons Couche, on les connaît, qui ont régné en Égypte. Sur les deux royaumes, Égypte et Soudan. Ils avaient deux serpents sur la tête, pas un seul. Parce qu'il y a deux royaumes, Égypte et Soudan. C'est la seule dynastie à avoir deux, on appelle ça l'Ireus. Le symbole de serpent, là, oui. Le cobra. Ils avaient deux cobras. Shabaka, Sabakon, dans la Bible. Shabataka, Sabataka, dans la Bible. Ce sont des pharaons couchites, qu'on dit de la 25e dynastie. C'est les seuls qui ils ont compris l'affaire. Un peu comme Shaka Zulu avait compris qu'il fallait organiser l'Afrique du Sud pour les Anglais. Ils ont compris. Donc, c'est comme ça que, sous l'appel des prêtres de Thèbes, ils viennent libérer l'Égypte de l'occupation des descendants de Libyens, qui étaient déjà des Africains, mais d'origine étrangère, Libyens. Je signale que quand on dit Libyens, il y a deux Libyens. Il y a les Libyens noirs, donc autochtones en Libye, noirs, oui. Et il y a les Libyens d'origine occidentale. C'est tous les peuples qu'on a vaincus, qu'on appelle les peuples de la mer, qui se réfugiaient à l'ouest de l'Égypte. Ça fait la Libye. Plus tard, ces Libyens vont être enrôlés par les pharaons. Parce qu'il y a des troubles parfois en Égypte, hein, on appelle ça pour l'intermédiaire, comme mercenaires. Tout comme, beaucoup plus tard, ils vont se enrôler les Grecs comme mercenaires. Or, l'histoire, avec le recul, eux, ils ne savaient pas. On voit bien que le fait d'enrôler des mercenaires, un peu comme Troisa parlait des Blancs qui sont dans l'état-major, en fait, ça leur donne déjà une possibilité de comprendre comment nous fonctionnons, même militairement. Et un jour, qui voient qu'on est en position de faiblesse, parce que les troupes politiques, ils prennent le pouvoir. C'est ainsi que les Libyens prennent le pouvoir en Égypte. Et ça a duré près de 2 siècles. Hein. Et ce sont les Couchites qui sont venus mettre de l'ordre là-dedans, appelés par les prêtres de Thèbes. Et c'est ainsi qu'il y a eu 2 royaumes. Et puis, ils ont essayé d'arranger l'affaire, ils ont abandonné. Parce qu'ils ont vu que les princes du Nord étaient déjà... Oui, mais toi, tu veux me couper alors que je vais donner l'explication longue. Tu vois? On va terminer parce que le temps nous est imparti. Voilà. Donc ça, c'est le vrai enseignement. Tu vois? C'est le vrai enseignement. Parce que tu vas répéter les émissions plusieurs fois. Tu vois? Ok, donc je suis obligé d'abréger brutalement comme ça. Donc, le nord d'Égypte, il y avait des princes là-bas. Sinon, les endocolons. En fait, vous croyez que ça date de quand? Tu ne veux pas comprendre d'où viennent les endocolons? Ils existent en Égypte. Moi, je le sais. Je vous sais de vous montrer les faits. Les princes de Saïs, c'est au nord de l'Égypte. Ils donnaient des noms assyriens à leurs enfants. Tu crois que les Assyriens viennent comment en Égypte? Bon, je vais chuter là alors. Tant pis. J'arrête là. J'arrête là. Eh ben, Jean-Paul Bellec. Non, qu'est-ce que je prends pour parole? J'arrête là. Voilà, je vais chuter. Voilà. Tout le monde est libre de s'informer. Et on peut y revenir. On va y revenir en tout cas. Pourquoi tu ne consacres pas autant de temps aussi? Parce que lui, il est sur la phase courte. Il y a la phase longue. Et c'est la phase longue qui fait que nous ne comprenons pas l'ensemble, on tourne en rond. Parce que le plan Établis vient d'où? Ils n'auraient jamais fait ces plans-là si l'Égypte ancienne n'était pas tombée. Et si les Soudanais n'avaient pas baissé les bras tellement... Ils ont baissé les bras à cause des endocolons du nord de l'Égypte. C'est pour ça qu'ils sont rentrés chez eux. Mais comme chez eux, ils savaient déjà. C'est ça qui a retardé la colonisation de l'Afrique. Parce que même contre Rome, ils ont résisté. Le Soudan n'a jamais été occupé par Rome. Mais l'Égypte a été occupée. Bon, ok, mais je suis tranquille. On reviendra. Docteur Jean-Paul Bellec, toujours aussi, on va le dire comme ça,
On vous comprend parfaitement, plus que 3 minutes pour sortir de cette édition, messieurs. Je vais lire 2 ou 3 messages de nos téléspectateurs. C'est leur droit le plus absolu d'ailleurs, qu'on lise leurs messages. Bonjour à tous sur le plateau, j'aimerais dire à Paul est là, toute chose a un début, on ne peut pas laisser une dame qui prétexte dire qu'elle a réussi à travers la vie facile, se pavaner partout comme soi-disant qu'elle est un exemple de réussite parmi les jeunes. C'est encourager cette mauvaise vie ou cette pratique, pour moi, elle ne doit même plus passer dans un espace public et qu'on doit mettre, même sanctionner l'émission La Reine pour avoir donné son espace pour cette pratique. C'est trop dur d'ailleurs ce que vous dites. Hein. C'est Christ Patrice Nguidio, le président du mouvement Debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Et pendant ce temps, messieurs, pensez-vous qu'il y a une personne dans votre famille qui a fait dans la prostitution? Je pense que oui. Mais lui-même, en tant qu'être humain et en tant que pécheur naturel, devrait être interdit. Interdit, bon, comme ça. Tout. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est su qu'on est pire. C'est la même chose. Bonjour à vous sur le plateau et agréable début de semaine. Je ne peux pas laisser passer le coup de gueule de Paul est là. Quel est l'intérêt de faire parler Nathalie Nkoa devant les étudiants? Nous parlons ces derniers jours du délitement du tissu social, qui sont les modèles pour ces étudiants. On a un manque de repères dans ce pays. Vous voulez dire que parce qu'on a de l'argent et de la visibilité, quel que soit son passé, on est à même d'être un modèle. Ces étudiants ont besoin d'autres exemples et le recteur a tenu à garder l'image de l'UCAC comme une école sérieuse. Waraba qui nous écrit depuis Kribi. Tous sont remontés d'ailleurs ce matin. Bonjour, on excommunie tous les prêtres. Hein. Merci encore une fois pour cette conscientisation de notre frères et sœurs, de nos frères et sœurs, je pense que vous voulez dire, en africain, suite à la série de disparitions de nos leaders qui ont osé dire non à la politique occidentale. Mais les soupçons ont commencé avec la disparition de Soumaïla Cissé, qui a peut-être tout compris lors de sa captivité de la perte de Bouyoya et du pape Diouf, le seul africain à évoluer dans un cercle fermé du business, du sport européen. Enfin, je vous demande s'il vous plaît de vouloir m'ajouter sur le groupe WhatsApp. C'est Abdoul Samba de Nouakchott en Mauritanie qui nous a écrit ce matin. Bonjour Monsieur Ngozi, bonjour à DBS et à tout le panel. Je souhaite un prompt rétablissement au président Badakani et qu'il nous revienne en forme. Mais mon inquiétude, c'est qu'il ne soit pas assassiné scientifiquement comme cela arrive aux grands hommes de notre continent. C'est Armiran Yao Emmanuel à Tabiglo au Togo. Non, ne vous inquiétez surtout pas, il ne sera pas assassiné. Je l'ai eu hier au téléphone, il va très bien. Ne vous inquiétez surtout pas. Officiellement, je vous dirai le moment venu quand il sera sur le plateau. Et il sera là. Ne vous inquiétez surtout pas. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de l'IBS Matin. Nous sommes à 9h25 minutes. Donc, c'est terminé. Patient Parfait, nous merci d'avoir été là ce matin. Merci. Merci pour cette invitation. Et je n'étais pas là pendant le week-end. Joyeux anniversaire. Merci. C'est très gentil. Bon, vous m'avez invité, malheureusement, c'était bizarre. La journée de dimanche, c'était très bizarre pour moi. Bonjour, merci à vous, Dr Jean Boumel, d'avoir été là ce matin. Merci Steve de m'avoir invité. Et je réponds toujours positivement jusqu'à présent, en tout cas, à tous les appels. Ne vous inquiétez pas, on sera toujours avec vous. Albert Anatola, ici, merci d'avoir été là ce matin. Merci, et c'est fait un plaisir comme d'habitude. Paul Ela, merci également à vous d'avoir été là ce matin. Merci, rendez-vous samedi 27 à l'hôtel Félicia pour les prochaines universités panafricaines d'African Revival. 699 84 98 98 699 84 98 98. Nous serons du côté de Yaoundé. Vous étiez très nombreux à nous écrire ce matin, mais on n'a pas pu lire vos messages. Il y a Jimmy Stéphanie, Omar Bigna qui est là, Jean Loga, Rigobert Goudin-Yemek, Kwame qui nous écrit depuis la Nouvelle-Calédonie, Thomson Erran depuis Bédi, Blaise du Camer, Richard depuis PK19, Moto depuis la Suisse, Stéphane Sullivan de Nana depuis Bruxelles. Vous êtes très nombreux à nous écrire et même, il faut le dire comme ça, les anonymes qui nous ont écrit ce matin, on n'a pas pu lire vos messages. On les lira prochainement. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis ce matin. C'est ici que s'achève cette autre édition de l'IBS Matin. N'oubliez surtout pas, je te demande de ne pas considérer l'argent comme l'essence de la vie. L'argent comme l'essence de la vie ne te conduit que sur la fausse route où, tôt ou tard, tu seras seul. L'argent ne solidifie rien, au contraire, il détruit tout ce qui nous reste d'humanité. C'est ce que déclarait Sembene Ousmane. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne journée à toutes et à tous.